On attend peut-être 2 minutes et après je te laisse la parole, Delphine. D'accord. Introduction. Vous voyez bien mon écran? Oui, impeccable. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je vous invite tous à couper vos micros, s'il vous plaît, et ainsi que vos caméras. Donc on mettra juste les caméras au tout début pour nous présenter, et puis après pour améliorer la bande passante et limiter la taille de l'enregistrement, on va tous désactiver nos caméras. Bah, très bien, je pense qu'on est déjà une centaine. On peut démarrer. On peut démarrer. OK. Si. Bonjour. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Alors, dans la continuité des webinaires proposés par la CST du CFMS, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, nous vous souhaitons la bienvenue à ce premier webinaire concernant les soutènements en zone sismique. Une deuxième partie suivra le mardi 10 mai. L'objectif de ces webinaires est d'exposer les méthodes de dimensionnement des ouvrages de soutènement courant, murs et écrans en zone sismique. En effet, à ce jour, la justification au séisme peut susciter beaucoup d'échanges entre les bureaux d'études dans sa version actuelle et dans l'attente de la parution de la mise à jour de l'Eurocode 8. Un modèle est proposé sans pour autant définir clairement les méthodes de dimensionnement. C'est pourquoi nous allons proposer de passer en revue dans ce premier webinaire la partie théorique du dimensionnement au séisme dont les méthodes de calcul font consensus à ce jour. Nous allons assister pendant 1h30 aux présentations de 4 intervenants. Tout d'abord, Fad Cuira, directeur scientifique de Terrasol, membre du CFMS et président de la CST. Gilles Valderon, ingénieur géotechnicien au CEREMA, secrétaire de la commission de normalisation pour la justification des ouvrages géotechniques. Stéphane Brûlé, excuse-moi, expert en séisme à Ménard, membre élu de la CST de l'AFPS, pour lequel il a effectué plusieurs missions post-sismiques qu'il va partager avec nous, membre aussi du CFMS. Et enfin, Dominique Battista, expert référent géotechnique, mécanique des sols du CEREMA. Vous pourrez ensuite échanger avec eux à la fin des présentations via le chat. Vous pourrez poser vos questions à tout moment. Alors, le sommaire, donc nous débuterons avec la présentation de Fad Cuira sur les stratégies de dimensionnement des soutènements sous séisme. L'évaluation des poussées butées dynamiques des terres sera décrite par Fad Cuira et Gilles Valderon. Enfin, des REX post-séisme des soutènements en milieu urbain et maritime seront présentés par Stéphane Brûlé et Dominique Battista, qui nous décriront notamment ce qui a été observé, mais aussi ce qui n'a pas été observé sur les ouvrages de soutènement à la suite d'un séisme. Alors, notez que les aspects et les conséquences des sols liquéfiables ne seront pas abordés ici. Les sols seront supposés non liquéfiables, où la liquéfaction sera traitée. Le parti a été pris de mettre en avant uniquement les concepts et les phénomènes physiques plutôt que les formalismes réglementaires. Fad, c'est à toi. Oui. Ah non, je décris peut-être la deuxième... Oui, rapidement. Alors, rapidement, la deuxième partie du webinaire sera le mardi 10 mai de 10h30 à 12h30.
sera une partie plus pratique avec la présentation de cas concrets, des soutènements gravitaires, des soutènements définitifs d'une fouille urbaine, soutènement en milieu maritime, et enfin nous finirons ces webinaires par les perspectives normatives, nouvelle Eurocode 8 et les ouvrages portuaires. Donc la séance est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube du CFMS. Je vous remercie de couper vos micros et vos caméras. À tout à l'heure pour les questions. Parfait, ben, merci beaucoup Delphine. Donc voilà, je vous invite tous à laisser vos questions au fur et à mesure dans la fenêtre de conversation. Delphine va en faire une synthèse et qu'on va donc balayer l'ensemble des questions donc dans le cadre de la session de questions-réponses à la fin de webinaire. Donc, c'est parti donc pour cette. Alors, je mets simplement en plein écran. Hop, voilà. Vous voyez toujours mon écran, ça va? Oui, oui. Oui, très bien. Donc, c'est parti pour cette première partie introductive sur la stratégie générale de dimensionnement des soutènements sous séisme. Donc, l'objet étant de présenter un tour d'horizon des principaux points clés à gérer en matière de dimensionnement sismique des soutènements, au-delà de la question d'ordre purement calculatoire qui consiste à savoir comment appliquer le modèle de Monod-BOKP. Donc, on a effectivement parfois l'impression que la question des soutènements se résume à cette question de Monod-BOKP. On va effectivement en parler, bien entendu, mais d'abord, on va parler de démarche de conception et surtout des données d'entrée. Alors, quand on parle d'ouvrages de soutènement, on vise aussi bien des soutènements gravitaires, donc vous voyez ici, dont la stabilité vis-à-vis de la poussée des terres est principalement assurée par le poids de l'ouvrage et la résistance au cisaillement mobilisable sous sa fondation. On vise également des soutènements flexibles de type écran, ancré ou en console qui exploitent notamment la butée des terres sous le front de fouille, ainsi que des soutènements butonnés, comme on voit ici, dont le principe consiste à équilibrer la poussée des terres en l'opposant à elle-même. Donc tous ces ouvrages sont susceptibles de voir leur stabilité affectée par le passage des ondes sismiques. Pour le cas d'un ouvrage gravitaire, cela aura pour conséquence d'amplifier les forces de poussée, d'induire des forces d'inertie sur l'ouvrage de soutènement lui-même et de consommer, entre guillemets, une partie de la résistance au cisaillement disponible vis-à-vis de la portance de l'ouvrage. Pour un écran de soutènement flexible, ou ancré, en console, etc., en plus de l'augmentation des forces de poussée, bien évidemment, en fait, il faut imaginer que les forces d'inertie vont aussi consommer une partie de la butée ou de la résistance qui sert de butée disponible, donc ils vont affecter la stabilité rotationnelle de l'ouvrage. Et enfin, le cas par exemple, d'une excavation butonnée dont le principe de stabilité en statique exploite notamment le caractère symétrique du système, cette symétrie est par construction perdue sous action sismique. Donc, les points clés à gérer pour un ouvrage de soutènement, donc sous action sismique, on va dire la stratégie de dimensionnement repose sur les points clés suivants. Le premier, bien évidemment, est de spécifier l'action sismique et les forces inertiques qui en résultent dans le terrain et l'ouvrage de soutènement. Donc, cette action sismique peut être appréhendée soit par des analyses temporelles qui rendent pleinement compte du caractère dynamique de ce type de sollicitation, soit c'est ce qui est souvent fait dans la pratique par des analyses pseudostatiques qui vont couvrir l'essentiel des études courantes et qui consistent à introduire l'action sismique sous la forme de forces d'inertie équivalentes. Le deuxième point, c'est la maîtrise de la résistance ou du comportement des terrains sous séisme, tenant compte notamment des effets de couplage hydromécanique éventuels et la capacité, par exemple, de l'eau à se mouvoir librement ou pas à travers le squelette pendant le laps de temps relativement court qui caractérise les sollicitations d'origine sismique. Troisième point pour un ouvrage de soutènement, c'est bien sûr d'apprécier la façon dont les mécanismes de poussée et de butée des terres sont affectés par le séisme. En présence d'un massif d'ancrage, il peut y avoir aussi des questions à traiter pour couvrir les mouvements différentiels qui résultent de la propagation des ondes sismiques dans le terrain, mouvements différentiels entre le point d'ancrage et l'écran. Et enfin, pour dimensionner un ouvrage, et ça c'est quelque chose qui n'est pas propre aux ouvrages de soutènement, quel que soit l'outil de calcul ou de modélisation, dont l'ingénieur doit être en mesure d'identifier les enjeux et d'imaginer les modes de ruine potentiels, proposer un format de justification approprié au problème.
Donc, ce sont des choses pour lesquelles le corpus réglementaire sert de cadre. Il donne aujourd'hui un cadre et un certain nombre d'indications, mais il ne faut pas perdre de vue, bien évidemment, le fondement des phénomènes physiques qui régissent les justifications et les modèles de calcul décrits dans les normes. Donc maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, le risque sismique est aujourd'hui encadré en France par un zonage administratif qui spécifie une accélération sismique de référence au rocher, qui correspond par exemple pour des ouvrages à risque normal à une période, des ouvrages courants à risque normal à une période de retour de 475 ans. Et en particulier, en France métropole, cette accélération de référence varie de 0,4 mètres par seconde au carré pour des zones de très faible sismicité à 1,6 mètre, 1,0 mètre par seconde au carré, donc 0,16 G, pour une zone de sismicité moyenne appelée ici 4, et qui concerne par exemple des villes comme Nice ou Grenoble. Maintenant, si on va dans les îles Caraïbes, par exemple en Martinique, on est en zone 5, donc une zone de forte sismicité avec une accélération de référence au rocher de 0,3 G. Donc, à partir de cette accélération de référence, dans le cadre, si on fait maintenant le lien avec le formalisme de l'Eurocode 8 actuel, on va définir une accélération qui correspond à ce qu'on appelle le PGA, donc l'accélération sismique maximale en surface. Et dans la construction de cette accélération, on va faire intervenir d'une part le facteur gamma I, que vous voyez ici, qui vise à rendre compte, c'est ce qu'on appelle facteur d'importance, et qui vise à rendre compte de la performance attendue sous séisme par l'ouvrage projeté, ou par les ouvrages qui sont soutenus par l'ouvrage de soutènement projeté. Un facteur de sol S que vous voyez ici qui vise à rendre compte de l'amplification du signal entre le rocher et la surface lorsque les ondes sismiques traversent des terrains déformables ou traversent des terrains qui présentent un certain contraste de rigidité. Maintenant, si on regarde de plus près, vous avez ici quelques indications pour rappeler simplement ce qui se cache derrière cette notion de coefficient d'importance, à savoir une période de retour et une probabilité de dépassement. Donc la probabilité d'avoir un séisme plus fort que celui avec lequel on va dimensionner. Donc cette période de retour, de ce que je disais là à l'instant, elle va être de 475 ans pour un ouvrage courant, 800 ans pour des soutènements dont la défaillance pourrait engager celle de structures essentielles ou destinées à accueillir beaucoup de public, et jusqu'à 1300 ans pour des soutènements nécessaires à la tenue au séisme de structures primordiales, notamment pour l'accès des secours en cas d'événements sismiques. Et cela peut monter jusqu'à plusieurs milliers d'années quand on est dans un contexte critique pour l'environnement. Et puis maintenant, pour vis-à-vis du facteur S que j'ai évoqué, en fait, la valeur peut varier de 1 quand on est quasiment au rocher, donc ce qui est appelé ici sol de classe A, et puis ça peut aller jusqu'à 1,5, 1,6, voire 1,8 en présence de terrains déformables et présentant par exemple pour la classe E une certaine prédisposition à conduire à des phénomènes de résonance pour les plages de fréquences qui intéressent les bâtiments courants. C'est quelque chose qui fait intervenir la classification conventionnelle de terrain, donc c'est ce qui est appelé ici ABC. Donc, il suscite dans la pratique beaucoup de questions, évidemment, et d'interrogations qui ne sont pas nécessairement propres aux ouvrages de soutènement, mais qui sont néanmoins légitimes. Donc, le plus important est de ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une classification conventionnelle. Donc, bien évidemment, dans la pratique, il y aura un choix à faire par l'ingénieur à partir des moyens de reconnaissance à sa disposition, sachant que dans les situations où on a des enjeux importants liés au choix de ce facteur S, pour apprécier le facteur S, on peut apprécier la valeur du S de façon plus fine par recours à des analyses de propagation d'ondes en une ou deux dimensions, et c'est quelque chose qui est parfaitement autorisé par la reconduite actuelle. Sachant que dans le cas particulier d'un ouvrage de soutènement, à partir d'une certaine hauteur, au-delà d'une dizaine de mètres de hauteur, on peut se poser légitimement la question de faire varier l'accélération sismique sur la hauteur de l'ouvrage. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui absent des formalismes de justification visuelle, mais qui sera explicitement couvert dans le cadre du futur texte de l'Eurocode 8 en cours de préparation. Et puis pour finir, le facteur d'amplification topographique qui concernerait donc des soutènements importants, catégorie d'importance 3 à 4, situés à proximité d'une pente et qui se traduit concrètement par une augmentation de 20 à 40% de l'accélération sismique du calcul. Maintenant, dans la pratique des calculs de soutènement, à partir de l'accélération sismique AN qu'on a définie, que j'ai montré, que j'ai décrit
juste à l'instant, bah, on va examiner la stabilité de l'ouvrage en introduisant des forces d'inertie équivalentes qui affectent les masses de sol et de l'ouvrage. C'est le principe de l'approche pseudostatique. Donc, on simule l'action sismique par des forces d'inertie proportionnelles au poids ou à la masse, moyennant des coefficients sismiques notés KH et KV ici, que vous voyez donc à l'écran. Et ces coefficients sismiques sont calés dans la pratique sur une fraction du rapport AN sur G. AN, je rappelle, c'est l'accélération maximale en surface. G, l'accélération de pesanteur. Et cette fraction est représentée ici par le facteur 1 sur R. Et là aussi, donc, le 1 sur R que vous voyez ici, ou plus exactement le R, bah, ça suscite dans la pratique beaucoup d'interrogations qui sont là aussi légitimes. Donc, j'en profite pour rappeler que la notion de ce que c'est que ce qui se cache derrière ce coefficient R, qui vise à rendre compte par construction de la capacité de l'ouvrage à accepter des déplacements irréversibles post-séisme. Autrement dit, dimensionner avec R égale à 1 signifiait au sens de l'approche pseudostatique que l'on garantisse la stabilité pour l'accélération maximale et par conséquent l'absence de déplacement irréversible pendant toute la durée du séisme. Choisir une valeur de R supérieure à 1 revient à dimensionner un ouvrage vis-à-vis d'une accélération plus faible que celle qui correspond au maximum qu'on va avoir durant la durée d'application du séisme, et donc d'accepter implicitement des déplacements qui vont résulter des pertes de stabilité, on va dire transitoires, entre guillemets, que l'on va avoir à chaque fois que l'accélération sismique va dépasser ce seuil avec lequel on aura dimensionné, ça veut dire 1 sur R fois AN sur G. Donc j'insiste sur le caractère transitoire et très brève durée de cette perte de stabilité que l'on va avoir quand on dimensionne avec R supérieur à 1 et qui fait que le déplacement qui en résulte, comme c'est rapide, bah, en fait, c'est quelque chose qui ne va pas forcément être dramatique. Donc après, bien évidemment, pour que l'on puisse travailler avec une valeur de R supérieure à 1 et qu'on puisse donc accepter des déplacements, bah, il y a deux conditions. La première et la plus importante, il faut que l'ouvrage, de par son ancrage, sa constitution, ses connexions extérieures, il faut qu'il puisse effectivement se déplacer. Donc si on a une culée de pont qui joue le rôle d'un point fixe, par exemple, alors on risque de ne pas pouvoir voir l'amorce de ces déplacements irréversibles. Et la deuxième condition, bah, si maintenant on a un mur isolé, mur poids isolé, capable effectivement de se déplacer, par glissement par exemple, bah, il faut que ce déplacement soit acceptable et n'engage pas la performance sismique attendue des ouvrages situés à l'arrière du soutènement. Donc cette question du coefficient R fait partie des points justement sur lesquels on va nous attarder longuement lors des études de cas qu'on va vous présenter lors du webinaire du 10 mai prochain. Et donc c'est quelque chose qu'il faudra adapter bien évidemment au type de problème entre le cas d'un soutènement gravitaire, un écran flexible ou des structures portuaires qui acceptent assez naturellement des déplacements. L'autre point qu'il faut gérer dans le cadre de dimensionnement d'un ouvrage de soutènement sous séisme est celui de la résistance au cisaillement du terrain. Donc, alors, on va distinguer dans la pratique trois situations. Situation d'une couche de sol ou d'un terrain situé hors nappe, pour lequel on reconduit dans la pratique les mêmes propriétés de résistance que sous action statique. C'est le premier cas que vous voyez ici. Situation d'un terrain sous nappe et qui présente une perméabilité suffisamment élevée pour permettre à l'eau interstitielle de se déplacer librement au travers le squelette solide. Donc on parle alors de terrain ouvert ou drainé sous séisme. Donc à ce moment-là, la résistance au cisaillement, bah, elle est chiffrée en contrainte effective, avec les propriétés de cisaillement qui émet intrinsèque du terrain, C', F'. Point essentiel à souligner, c'est que cette notion de terrain perméable sous séisme, ce n'est pas forcément la même que celle qu'on aurait eue avec un chargement de longue durée. Donc, en l'occurrence, pour qu'on puisse admettre qu'un terrain a un comportement perméable sous séisme, il faudrait une perméabilité d'au moins 5-10-3 mètres par seconde, ce qui est une valeur assez élevée. Et donc, ce comportement va être en réalité réservé à des graves, des enrochements ou des terrains alluvionnaires avec de gros éléments. Et par corollaire, dans la plupart des cas, bah, nous sommes plutôt dans une situation de terrain qui a un comportement plutôt fermé ou non drainé sous séisme. Donc, dès qu'on va avoir des perméabilités de moins de 5, 10, moins 4 mètres par seconde, ce qui va couvrir une grande partie des sols courants, bah, l'eau interstitielle n'est pas libre de se déplacer par rapport au squelette solide. L'action sismique se produit dans une condition essentiellement non drainée et le sol peut être traité comme un milieu, on va dire, monophasique. Donc, ce traitement nécessite bien évidemment, en toute rigueur, dans ce cas-là, soit on travaille en contrainte effective et à ce moment-là, il faudra spécifier la surpression interstitielle générée sous action sismique, soit on travaille en contrainte totale
Et à ce moment-là, on prend comme paramètre de résistance ce qu'on appelle cohésion non drainée, entre guillemets, pour des sols fins, ou résistance au cisaillement cyclique non drainé pour des sables saturés, quand il s'agit de sables saturés. Donc, un point essentiel sur lequel je voudrais insister, c'est celui des conditions de stabilité initiale du site sous séisme, en l'occurrence, et dans l'objectif de vérifier la pertinence justement des propriétés de cisaillement que l'on aura retenues. C'est quelque chose que l'on va avoir le réflexe de faire généralement en présence d'un terrain en pente, mais pas forcément en présence d'un terrain horizontal. Pourtant, il convient de rappeler qu'introduire des forces d'inertie dans le cadre d'une approche pseudostatique, comme vous voyez ici, revient à modifier la gravité. Donc, bien qu'on soit, et se ramener à un terrain qui est en pente. Donc, bien qu'on soit, de point de vue calcul, bien qu'on soit en présence d'un terrain horizontal, vis-à-vis des mécanismes de stabilité, tout se passe comme si j'avais un terrain en pente, incliné à θ, et θ, c'est quelque chose qui fait intervenir, tangente θ, c'est KH sur 1 plus KV. Donc, ça fait intervenir les coefficients sismiques que j'ai montrés tout à l'heure. Donc, ce que je cherche à faire passer comme message, c'est que dans certains cas, et en ce qui me concerne, j'ai vu ça très souvent, je pense notamment à des excavations en milieu urbain, terrain horizontal, et on se retrouve parfois à se battre, entre guillemets, avec la justification de la stabilité sismique de l'ouvrage de soutènement en allongeant la fiche, en renforçant des ancrages, alors que parfois, ce qui se cache derrière le problème de stabilité, c'est un problème de stabilité de site et non pas de l'ouvrage. Donc, ce n'est pas en allongeant la fiche que l'on va stabiliser le terrain. Donc, à ce moment-là, il convient de se poser plutôt la question de la pertinence, soit de l'action sismique, soit des propriétés de cisaillement. Donc, quand je parle de pertinence de l'action sismique, il faut imaginer que si l'accélération sismique de calcul avec laquelle on est en train de travailler est de nature à engager la stabilité sismique du site, c'est qu'il y aura des déformations plastiques qui vont filtrer cette accélération et celle-ci sera forcément plus faible que celle avec laquelle on est en train de dimensionner et plafonner à l'accélération déstabilisante qui ne peut pas dépasser, par exemple, tout simplement, la valeur θ peut pas dépasser phi, tout simplement l'angle de frottement du sol. Donc l'accélération pour un sol frottant, on ne pourrait pas considérer un calcul pseudostatique avec une accélération supérieure à tangente phi fois g. Et l'autre point qui relève aussi de la stabilité du site, et c'est celui du risque de liquéfaction, bien sûr. Donc ça, c'est un point qu'on va évacuer tout de suite, mais simplement, j'en profite pour rappeler que pour ce type de problème, la règle est simple, mieux vaut prévenir que calculer. Donc on règle le problème de liquéfaction avant de dimensionner l'ouvrage. Et j'attire aussi l'attention sur le fait que l'obtention, donc d'habitude, quand on s'intéresse à des problèmes de liquéfaction, on va dimensionner avec 1,25 vis-à-vis du risque de liquéfaction. Ça, c'est 1,25, ça signifie que les surpressions interstitielles n'engagent pas la stabilité, on va dire, du terrain, mais ça ne veut pas dire que ces surpressions interstitielles sont nulles. Donc, ils existent et pour admettre que les surpressions interstitielles sont négligeables, par exemple, le ROCO 8 recommande une valeur de sécurité de l'ordre de 2, minimum, dans sa version actuelle. Tout va bien? Ça marche toujours le son? J'ai un doute là, comme il y a un grand silence. Tout va bien. Tout va bien, très bien. On t'entend. Je ne suis pas déconnecté entre-temps. OK, très bien. Et puis l'autre point qui relève de donc la stabilité, donc on a parlé de tout ce qui touche la liquéfaction. Donc ça, c'est un point sur lequel on va volontairement pas passer du temps dans le cadre de ce double webinaire. Et puis une fois donc on a statué sur la résistance au cisaillement du sol, en cohérence avec l'action sismique, etc. L'étape suivante, c'est d'estimer les poussées et butées des terres, tenant compte des effets liés aux forces sismiques dans le terrain. Donc, alors, pour la poussée des terres, l'usage consiste, dans ce que je vous montre ici, c'est plutôt la décomposition qu'on va retrouver dans le rocoduite, par exemple. Ça consiste à décomposer l'action de poussée à prendre en compte sous charge sismique en une superposition de 4 termes. Donc, vous avez ici la poussée statique, celle qui s'applique immédiatement avant le séisme, l'incrément dynamique, l'incrément de poussée dynamique, c'est-à-dire la variation liée à la présence des forces d'inertie. Donc, pas de séisme, pas d'incrément dynamique. La pression d'eau, à commencer par la part hydrostatique, celle qui s'applique initialement immédiatement avant le séisme, entre guillemets. Et puis là aussi, l'incrément hydrodynamique, c'est-à-dire la variation de cette pression interstitielle, notamment dans le cas, sous effet dynamique, dans le cas d'un terrain ouvert, drainé. Donc à ce moment-là, il convient de considérer donc, une sorte de surpression interstitielle qui s'applique sur l'écran et qui rencontre une sorte d'effet barrage, par exemple.
Et puis, si maintenant je regarde côté butée, pour les ouvrages qui exploitent la butée des terres, comme par exemple des écrans ancrés ou en console, ben, il y a lieu là aussi de rendre compte des effets d'inertie qui tendent à réduire la butée mobilisable. Et cette réduction se présente sous la forme d'un incrément dynamique, donc négatif entre guillemets, ça veut dire ça réduit la butée statique. Et l'équilibre de l'écran, bah, là aussi, il fait intervenir, l'équilibre horizontal fait intervenir la pression hydrostatique que l'on a immédiatement avant séisme et l'incrément dynamique, hydrodynamique éventuel qui se traduirait ici plutôt par une dépression interstitielle. Alors, et là aussi, dans le cas où on a évidemment soit une nappe libre ou un terrain qui est suffisamment perméable. Alors, l'objet de la deuxième partie de ce webinaire est justement de donner quelques indications. Donc, je dis deuxième, ouais, deuxième partie, deuxième chapitre de ce webinaire, bah, c'est de donner quelques indications sur l'estimation des incréments de poussée butée dynamique des terres, moyennant différentes approches de calcul. Donc, des approches, on va vous parler de l'approche évidemment NOBOKB, donc c'est une sorte de coin de Coulomb généralisé, des approches qui s'apparentent à du ranking généralisé que l'on va retrouver par exemple dans les textes du futur Eurocode 8 en cours de préparation, et puis aussi des approches, excusez-moi, des approches dérivées du calcul à la rupture. Donc toutes ces approches, le plus important à retenir, c'est que toutes ces approches couvrent par construction la modification des états limites de poussée butée. Donc, autrement dit, quand on parle d'incrément de poussée, calculé avec mon OBOKB par exemple, ben, ce qu'on est en train de couvrir, c'est l'incrément de poussée active, qui en réalité, il faut rappeler, la poussée active, c'est la valeur minima de la pression des terres, qui suppose donc un certain déplacement du soutènement par translation ou par rotation. La butée limite, ou poussée passive, ben, c'est la valeur maximale de la pression des terres, et dont la mobilisation totale, là aussi, nécessite un certain déplacement de l'ouvrage vers le terrain en butée. Donc, il y a également le cas particulier des ouvrages très peu déformables et qui sont totalement empêchés de se déplacer dans l'absolu de par leurs conditions aux limites extérieures, en tête ou en pied. Et donc, auquel cas, on va dire l'interaction dans ce type d'ouvrage, l'interaction sismique avec le terrain, bah, ça s'apparente plus à un problème d'interaction cinématique qu'à un problème de poussée-butée. Et dans ce cas, généralement, on va considérer des approches différentes avec des incréments de pression qui sont directement proportionnels à la force d'inertie dans le sol ou à la différence, typiquement ce qu'on fait par exemple pour les tunnels, la différence de déplacement entre le sol, ou pour les pieux, entre le sol et l'ouvrage de soutènement. Donc, dans tous les cas, donc, quelle que soit l'approche utilisée, bah, l'évaluation des incréments de poussée butée, donc au-delà de l'approche du calcul, bah, nécessite de gérer d'autres points liés au type de l'ouvrage étudié, en particulier le point d'application, la hauteur d'application, sur quelle hauteur je vais considérer cet incrément de poussée ou de butée, la rugosité, l'inclinaison des contraintes par rapport à l'horizontale. Donc là aussi, on a fait le choix de détailler ces points plutôt que de les détailler dans l'absolu de façon théorique, détailler à travers des études de cas. Donc, dans le cadre du webinaire du 10 mai, ben, on vous montrera ce qui peut être considéré dans la pratique comme hauteur d'application pour le cas d'un écran, d'un mur, etc. Et donc là, bon, c'est un point que j'ai déjà commenté à l'oral. Donc, en complément de la poussée hydrostatique, on peut être amené, ce que je disais là, à prendre en compte un incrément hydrodynamique qui est généralement comptabilisé par rapport à la base de la couche perméable. Et dans la résultante, donc quand on fait, par exemple, on applique cette formule-là, bah, ça vaut donc quelque chose qui a cette forme-là avec une résultante à peu près située à 60% de la hauteur de mobilisation. Et puis le dernier point de la stratégie de dimensionnement, c'est et le seul point le plus important, c'est d'identifier les modes de ruine potentiels qui peuvent affecter les ouvrages de soutènement sous séisme, en distinguant les soutènements dits gravitaires, dont les modes de ruine observés peuvent être, par exemple, une translation horizontale excessive liée à un mécanisme de glissement, plutôt que de parler d'un problème de stabilité, je parle d'un problème de déplacement excessif. Une rotation excessive liée, par exemple, à on va dire, à un défaut de portance. Ça peut être tout simplement lié à un problème de décollement. Un défaut donc de capacité portante, ce qu'il faut imaginer, c'est que la capacité, ce genre de phénomène, on peut l'avoir d'une part
sous l'effet des forces inertiques qui se développent ici, qui consomment une partie de la résistance au cisaillement disponible, mais ce n'est pas ça qui est prépondérant. Ce qui peut être prépondérant vis-à-vis de la capacité portante, c'est surtout les effets d'excentrement et d'inclinaison que l'on va avoir. Ça veut dire sous l'effet des forces sismiques, je majore la poussée, donc je vais avoir quelque chose qui tend à réduire, par exemple, par des facteurs I delta qu'on utilise dans le calcul de portance. Donc, ça tend à réduire la capacité portante dans des proportions qui ne sont pas forcément négligeables. Et donc, la conséquence, s'il y a un défaut de portance, c'est une rotation permanente, par exemple, ou un tassement permanent post-séisme. Et puis, on peut aussi avoir une défaillance structurale irréversible ou une instabilité généralisée par grand glissement. Et pour les soutènements flexibles, les modes de ruine, donc là, c'est similaire à ce que l'on va avoir sous chargement statique. Donc, il y a la question évidemment de défaut de butée qui conduirait à une rotation irréversible, excessive, par rapport au point d'ancrage réel ou fictif. La défaillance structurale, vous voyez ici, celle qui serait liée à l'instabilité du massif d'ancrage, soit sous la forme d'un basculement, d'un renversement, entre guillemets, soit tout simplement donc ce genre de mécanisme de type Krantz, qu'on appelle Krantz, soit des mécanismes qui concernent simplement une rupture d'un tirant ou l'arrachement d'un tirant. Et cet arrachement, évidemment, il va avoir lieu pendant un laps de temps très court, et donc la conséquence est un déplacement permanent. Et puis, bien sûr, on peut aussi avoir des modes de rupture rotationnels avec un centre de rotation situé quelque part par là, tandis que ici, j'ai un centre de rotation plus en profondeur. Et là, c'est plutôt lié à des mécanismes de grand glissement. Donc, quel que soit le mécanisme, pour la justification de la stabilité de l'ouvrage, et particulièrement pour les mécanismes d'origine géotechnique, il est très important de garder à l'esprit qu'un état limite sismique est avant tout un état limite de déplacement. Donc, pour lequel il y a effectivement développement ou amorce de déplacement irréversible d'une amplitude inacceptable. Cela peut se présenter soit sous la forme d'un déplacement absolu, donc un tassement, une translation horizontale, soit un déplacement différentiel, une rotation, une distorsion excessive. Donc, la valeur admissible pour un tel déplacement dépend avant tout de la destination de l'ouvrage, bien sûr, de l'utilisation qui est faite de l'ouvrage, est-ce qu'on compte l'utiliser après séisme, par exemple, et son importance, donc ce qu'on attend de cet ouvrage en cas d'événement sismique, de la constitution de l'ouvrage, c'est-à-dire les matériaux constitués, c'est un ouvrage flexible, un ouvrage rigide. Donc, je pense notamment au cas des ouvrages de soutènement au sol renforcé, au sol cloué, qui ne sont pas de nature à se comporter très bien. En fait, par construction, ils se comportent très très bien sous séisme et encaissent assez bien les déplacements irréversibles. La valeur admissible pour un tel déplacement, donc ça c'est ce que j'étais en train d'évoquer ici. Et puis le troisième point, c'est le comment évaluer ce déplacement, soit de façon explicite, donc par des analyses en déplacement, modèle de bloc rigide, modèle dynamique non linéaire. Et donc ces modèles-là, ils visent à quantifier l'amplitude de ce déplacement induit et à en vérifier l'acceptabilité vis-à-vis de l'ouvrage projeté. Ou dans la pratique, ce qui se fait dans la pratique courante, on fait plutôt recours à des formalismes de justification pseudostatique, basés sur l'approche pseudostatique, qui comparent donc des actions et des résistances. Donc, on va regarder les actions, ce qui est moteur, ce qui est résistant, et on écrit un formalisme de sécurité. Et en fait, il faut imaginer que cette façon de faire, c'est un moyen détourné de couvrir ces déplacements irréversibles. Donc, dans lequel le fait de mettre une sécurité suffisante ou le fait de, selon la valeur qu'on aurait choisie pour le facteur R, je vais plus ou moins accepter des déplacements implicitement dans la démarche. Donc là aussi, on a fait le choix d'illustrer un peu ce formalisme de justification pour différents types d'ouvrages à travers les 3 études de cas qui seront présentées lors du webinaire du 10 mai. Voilà, donc on arrive à la deuxième partie de ce webinaire, deuxième chapitre. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va vous parler de calcul de poussée et butée dynamique des terres. Donc, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, donc on a fait le choix de mettre l'accent sur les approches que vous voyez à l'écran. Donc, vous avez des approches de calcul global qu'on a qualifiées de global, donc dans laquelle on rentre par exemple le modèle de Monod-Okabe 1924, qui est une sorte de généralisation du modèle de Coulomb. Ça peut être aussi l'utilisation de calcul à rupture pour des cas un peu plus complexes, et donc là, on exploite les capacités de la méthode cinématique de calcul à rupture.
ou des approches locales qui sont dans la pratique plus simples, plus sympas à utiliser en bureau d'études. Donc, par exemple, on va mettre l'accent sur le modèle de Lancelota, donc une sorte de généralisation du modèle de Rankine-Boussinesq, et qui d'ailleurs, c'est ce modèle-là qui s'apprête à être formalisé dans le futur reconduit partie 5. Et puis, vous avez aussi des approches locales qui s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on fait déjà sous charge statique. Donc, en statique, c'est intéressant à rappeler ça fait longtemps qu'on a abandonné le modèle de Coulomb ou le modèle de Rankine et qu'on utilise quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc, par exemple, les tables de Kako-Kirizel, qu'on peut tout à fait exploiter. C'est l'idée qu'on vous propose à la fin de ce webinaire. Si on joue un peu avec la gravité, ça veut dire en se rappelant un peu le principe de la méthode pseudostatique, donc on peut tout à fait retrouver des coefficients équivalents en modifiant l'orientation du modèle. Et ça tombe bien, les tables de Kako-Kirizel donnent les résultats pour des modèles inclinés. Voilà. Donc, si maintenant on rentre dans le vif du sujet, je commence par le modèle de Monod-BOKB. Donc, ce qui est important à rappeler, c'est un peu son origine. Donc, son origine, au fait, c'est celui du coin de Coulomb. Donc, le coin de Coulomb, c'est d'imaginer que la force de poussée qui s'applique sur l'écran correspond au glissement d'un bloc triangulaire qui forme un angle alpha par rapport à l'écran, par rapport au mur de soutènement. Donc là, j'illustre ça dans le cas d'un sol frottant. J'écris le bilan des forces qui s'applique à ce bloc à l'équilibre limite. Donc, si je m'intéresse à la poussée active, je me place à l'état de mobilisation limite où j'ai saturé la résistance au cisaillement du sol. Donc, j'ai un RF ici, une réaction de terrain qui forme un angle phi par rapport à la normale. Le poids des terres vers le bas. Donc, ça, c'est configuration statique originelle du modèle de Coulomb. Et là, si je néglige la rugosité, juste pour illustrer, je considère une poussée. Donc, action-réaction, la poussée, c'est la réaction du mur sur le bloc, donc horizontale. Donc, j'écris la somme des forces égale à 0, à l'horizontale, à la verticale, deux équations, deux inconnues. Vous avez P et RF, et ça me permet de tirer l'expression de P en fonction de alpha. Et le principe, c'est qu'on va faire varier le alpha jusqu'à ce qu'on trouve la valeur qui maximise le P. Voilà. Donc, c'est quand on dérive le P par rapport à alpha qu'on aboutisse au KA qu'on connaît de tangente carré pi sur 4 moins phi sur 2 fois 1,5 de gamma h carré. Voilà. Et donc, si on ne dérive pas, on peut aujourd'hui, avec un simple traitement sous Excel, on peut s'amuser à faire varier la valeur de alpha et regarder comment on varie le P, ce qui est montré ici. Donc, je fais le test pour 30 degrés. Je trouve qu'effectivement, il y a une valeur maximale qui apparaît pour un coin qui forme 30 degrés par rapport à la verticale, qui est au fait pi sur 4 moins phi sur 2. Et là, si on fait l'exercice, ça fait exactement un coefficient de poussée de 1 tiers. Donc, la solution exacte. Et puis là, c'est un coefficient de poussée qui est plutôt de l'ordre de 0,22 pour un angle de 40 degrés. Là, c'est 0,49. Et donc, ça, c'est un balayage, on va dire, purement numérique. L'intérêt, c'est qu'avec ce type de démarche, on peut couvrir des situations ou des configurations géométriques assez complexes plutôt que de dériver. Si maintenant je repars de ce modèle-là, le modèle de Coulomb, et j'introduis maintenant les forces d'inertie, dans le cas d'une approche pseudostatique, les forces d'inertie, c'est une force horizontale proportionnelle à W, KH fois W, une amplification du poids, 1 plus KV fois W. Et à ce moment-là, quand je réécris l'équilibre, j'aboutis à ce que vous voyez à l'écran. Donc, on fait apparaître que le P alpha, effectivement, c'est tangente θ fois le poids. Et le poids, donc, divisé par tangente alpha plus phi. Même démarche, je cherche le alpha qui maximise le P. Donc là aussi, je peux reconduire le même traitement sur Excel, par exemple, et je cherche le cas qui est étudié. Donc là, j'ai considéré KH 0,2 et KV de 0,1. Je trouve effectivement pour un phi égal à 30 degrés, le coin le plus défavorable, c'est 40 degrés par rapport à la verticale, et ça correspond à un coefficient de poussée de 0,5. Et puis là, c'est un coefficient de poussée de 0,35, 0,7, etc., etc. Donc, ça permet assez aisément de rendre compte des forces d'inertie, mais c'est exactement ce que couvre le modèle de Monod-BOKB, que l'on peut généraliser. Donc là, j'ai illustré ici pour un cas simple où il n'y a que le terme de frottement, pas de cohésion, pas de pente, pas de rugosité, etc. Dans le cas général, on va avoir une rugosité, on peut avoir une stratigraphie différente. On peut avoir effectivement la contribution d'un terme de cohésion, mais dans tous les cas, la démarche est la même. J'explore des mécanismes plans, je comptabilise le poids, je fais le bilan des forces et je trouve le alpha qui maximise le P. Et donc, cet exemple-là, c'est le cas d'un mécanisme de poussée. Le P ici, il joue le rôle d'une force stabilisatrice. Donc, l'écran stabilise le terrain. Et là, c'est un mécanisme de butée. Le P qui s'applique sur le mur, action-réaction. En fait, la butée, en réalité, c'est une force déstabilisatrice vis-à-vis du terrain en butée.
Et donc, à ce moment-là, pareil, même démarche, c'est simplement, il faut imaginer que les efforts, ils sont orientés, ils s'opposent à P, alors qu'ici, les efforts, les réactions du massif vont dans la même direction que P. Tout ça pour vous dire que quand on met en équation ce type de modélisation, on peut donc couvrir des mécanismes de poussée-butée, on peut rendre compte de la rugosité, on peut prendre en compte un terme de cohésion, et maintenant, le résultat qu'on obtient, ben, évidemment, la validité, elle est liée à celle des hypothèses qu'on a introduites implicitement au départ, à commencer par celle liée au fait que tout ça, c'est rigide. C'est une hypothèse assez forte, mais qui se révèle suffisante. Mais néanmoins, il y a une autre hypothèse assez forte, c'est le fait que c'est un mécanisme plan. Donc, c'est une cinématique translationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui se révèle, on peut dire, acceptable avec une approximation suffisante vis-à-vis de la poussée. Par contre, vis-à-vis de la butée, dès qu'on va avoir de la rugosité, c'est quelque chose qui se révèle être mis en défaut. Et ça, c'est encore une fois, ce n'est pas propre au modèle de Monod-BOKP. On l'avait déjà avec le modèle de Coulomb. Donc maintenant, voilà, quand on résout le problème d'un point de vue purement analytique, et non pas par balayage que j'ai montré tout à l'heure, ben, on peut démontrer que dans le cas, par exemple, d'un terrain frottant, le P se présente sous cette forme-là, un coefficient de poussée fois un demi-gamma h carré, qui est représenté ici par P0, et corrigé par l'effet de l'accélération verticale. Et pour une rugosité nulle, ben, ce coefficient de poussée, ben, il se présente sous cette forme-là, et dans laquelle on fait apparaître ce θ, qui est l'inclinaison sismique que j'ai évoquée tout à l'heure, qui correspond à une sorte de modification de la gravité, donc de θ. Ensuite, bah, pour la butée, c'est exactement la même démarche, et la résolution conduit à quelque chose qui fait intervenir un coefficient de butée, qui, dans le cas d'une rugosité nulle, il s'exprime de cette façon-là, donc avec un θ qui fait intervenir KH sur 1 plus KV. Et donc, graphiquement, voilà comment ça se présente. Vous avez, là, en abscisse, on a mis le θ, l'inclinaison sismique. Les courbes, chacune correspond à un angle de frottement. Et puis, après, je représente ici la variation du Ka ou du Kp. Donc, ça, c'est Kp, ça, c'est Ka, en fonction de θ. Et donc, voilà. Donc, évidemment, au départ, on retrouve la solution de Rankine ou de Coulomb, on est à delta égale à 0. Le produit de Ka fois Kp égale à 1. Et puis après, bah, on perd cette relation-là. Mais il faut imaginer que, comme vous pouvez le voir, quand le θ devient important, θ se rapproche de phi, bah, vous avez un Ka qui est égal à Kp. Ça veut dire poussée est égal à butée. Et donc, c'est là où, et typiquement, ça donne une situation où on se retrouve à l'état d'équilibre limite du terrain, indépendamment du fait que ce soit de la poussée butée. Sachez que la solution originelle de Monod-BOKB, dans son article de 1924, en fait, il a résolu le problème. Il propose la solution à la fois pour un sol cohérent, frottant, et sol intermédiaire. Et donc, simplement, la solution pour un sol intermédiaire est beaucoup moins sympathique à présenter. Donc, je vous donne simplement à l'écran la solution. Ici, je rappelle la solution pour un terrain frottant. Et ici, la solution pour un terrain purement cohérent. Donc, un CU, par exemple, phi égale à 0, C égale à CU. Et ben, donc, quand on résout le problème, ça me permet d'établir l'incrément dynamique. Là, je représente la solution en termes d'incrément dynamique, la variation par rapport à la poussée statique. Ben, c'est quelque chose qui fait intervenir tangente θ et ce qu'on appelle la hauteur critique. C'est le rapport entre la cohésion et gamma fois h. Il manque un h ici, il me semble. Non, non, il n'y a pas d'h. Non, non, c'est bon. Le rapport de la cohésion et gamma. Donc, le hc sur h, ça vous fait 2c sur gamma h. Et ce qui est intéressant, le plus important, c'est de regarder graphiquement comment ça se présente. Et quand vous regardez bien comment ça se présente dans le cas d'un terrain cohérent, au fait, on observe que pour des séismes qui vont on va aller jusqu'à 0,3 G, on a un incrément dynamique de poussée qui vaut à peu près KH fois P0. Ça veut dire dans un terrain purement cohérent, pour des faibles niveaux de sismicité, on peut considérer en première approche très rapidement que l'incrément de poussée, c'est KH fois 1 demi gamma H carré. Tout simplement, le P0, c'est ça, c'est un demi gamma H carré. Donc ça permet d'avoir tout de suite un ordre de grandeur de l'incrément de poussée pour un sol purement cohérent. Évidemment, quand on va avoir des séismes plus forts, bah, on perd cette relation simple, mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur pour commencer. Et en fait, pour la butée, on a exactement le même type de relation. Ça veut dire que l'incrément de butée, bah, c'est quelque chose qui va valoir en négatif KH fois P0 pour des faibles niveaux de sismicité. Pour un terrain de comportement intermédiaire, comme je disais à l'instant, bah, la solution, on peut la présenter sous cette forme. Ça veut dire la poussée, c'est KAT fois P0, un demi-gamma H carré, moins KACD, donc un coefficient sur la cohésion fois CH, donc un formalisme similaire à ce qu'on utilise en statique.
Mais il faut imaginer que si je mets ici la formule qui correspond à KAT, KACD, je remplis toute la page. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément intéressant à montrer analytiquement. Par contre, graphiquement, c'est intéressant. Et en l'occurrence, quand on regarde ce que donne la formule qui donne le KAT, en fait, en fin de compte, pour des niveaux de sismicité qui vont jusqu'à 0,8 fois, un θ qui va jusqu'à 0,8 fois phi, on a la même chose comme l'absence de cohésion. Donc le KAD, même si la formule laisse croire que ça dépend de la cohésion, en fait, le KAD, globalement, intrinsèque, entre guillemets, dépend que de l'angle de frottement. Et puis, pareil pour le terme sur la cohésion, pour des faibles niveaux de sismicité, on peut très bien s'en sortir par quelque chose qui s'apparente à 2 fois racine de K. Donc, à partir maintenant de ces coefficients de poussée, en tout cas de ce modèle de Monod-BOKB, on peut donc établir la poussée dynamique comme étant, donc selon la décomposition que j'ai évoquée tout à l'heure, comme étant la somme de la poussée statique. L'incrément dynamique, donc le principe de l'incrément dynamique, c'est que je vais appliquer cette formule avec et sans séisme, avec θ égale à la valeur du calcul et θ égale à 0. Et ça vous permet donc d'avoir le delta PAD. La pression hydrostatique, l'incrément hydrodynamique. Et puis là, les trois situations, les trois types de comportements que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir quand on est hors nappe, on va calculer ça avec le poids du sol, hors nappe. On va calculer θ, c'est l'expression que j'ai montrée tout à l'heure. Et puis quand on a un sol fermé sous nappe, comportement non drainé, monophasique, perméabilité inférieure à 5-10-4 mètres par seconde, en fait, c'est une façon de faire. Il y a d'autres façons de traiter le problème, et une façon de faire, c'est de considérer un calcul avec gamma prime et de modifier θ par le rapport de gamma sur gamma prime pour rendre compte du fait que ça s'applique sur la contrainte totale. Et donc là, ça vous fait, généralement, ça c'est de l'ordre de 2, donc ça veut dire ça revient à multiplier tangente θ par 2 et de travailler avec gamma prime, qui est lui-même divisé par 2 par rapport au gamma total. Et pour un sol ouvert, on travaille toujours avec gamma prime, mais simplement le tangent θ, on va le chiffrer par rapport au poids volumique sec, normalisé à gamma prime. Donc ça fait quelque chose qui est plus faible que 2. Et par contre, on rajoute un incrément hydrodynamique. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Dans ce cas, l'eau est capable de se mouvoir librement entre les grains, entre guillemets. Donc, on rajoute l'incrément de pression hydrodynamique. Voilà. Donc, ça, c'était pour le modèle Monod-BOKB. Peut-être que Gilles, c'était toujours avec nous. Je peux te laisser la parole. Oui, donc moi là, je vais parler maintenant de la méthode cinématique du calcul à la rupture. Donc, ça consiste en une approche par l'extérieur du domaine de stabilité. Donc, en fait, le principe de la méthode, c'est de construire puis d'explorer des champs de vitesse cinématiquement admissibles. Donc là, par exemple, dans le cas présent, qui est une cinématique de rupture plane bibloc, le principe, c'est de venir explorer l'ensemble des directions possibles du champ de vitesse V, formant un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc on sait que par construction, en fait, V doit forcément faire un angle phi avec la surface de rupture. Donc en fait, faire varier les directions de V, ça fixe en fait les différentes surfaces de rupture. Et donc là après, il ne reste plus qu'à projeter en fait l'ensemble des efforts, des forces en jeu sur la direction de V. Et donc, on arrive à l'expression qui est exprimée ci-dessous, là. Et donc là, en fait, le principe, c'est le même que ce qui a été exprimé pour Monod-BOKB, c'est de venir chercher le alpha qui maximise la valeur de P, donc la valeur de la poussée. Donc ça peut se faire analytiquement, effectivement, mais généralement, on le fait par balayage, en fait, sur la valeur de alpha. Sur la diapo suivante, voilà, donc ici on reporte le même graphique qui a été représenté tout à l'heure. Donc en trait plan, on a les coefficients de poussée et de butée de Monod-BOKB, et puis on est venu reporter en fait les résultats obtenus également pour une cinématique plane, les résultats obtenus par calcul à la rupture. Donc on trouve une concordance parfaite. Donc ça on savait déjà, en fait, le coin de Coulomb, en fait, c'est le premier calcul à la rupture qui a été réalisé, en fait. Donc les deux démarches pour une surface de rupture plane, en fait, sont strictement équivalentes. Donc là, c'est toujours dans un cas où la cohésion est nulle, et voilà, le frottement soutènement sol est pris égal à 0. Donc dans le cas d'un sol frottant non cohérent avec une rugosité du terrain soutènement nulle, donc on peut aussi également étudier des mécanismes plus complexes, notamment des cinématiques de rupture qui sont rotationnelles. Alors parmi ces mécanismes, on sait que la théorie du calcul à la rupture démontre que pour les sols flottants et cohérents,
les surfaces de rupture dites optimales, en fait, celles qui fournissent les meilleurs résultats sont des arcs de spirale logarithmique. Donc là, il y en a quelques-uns qui sont représentés. Donc en fait, la surface, en fait, le mécanisme est paramétré par un point d'entrée, un point de sortie, et puis un pôle oméga, qui est lui paramétré en fait par un angle θ max. Donc on sait que c'est les cinématiques de rupture rotationnelle qui sont à même le mieux de rendre compte des effets de la cohésion et de la rugosité delta. Alors, comme nous l'avons vu, donc, le modèle de Mono OKB et le calcul à la rupture en cinématique pleine sont rigoureusement identiques et fournissent la même résultante de poussée. En revanche, sur certaines conditions, telles que la présence d'un talus ou lorsque la cohésion devient prépondérante, les résultats fournis par Mono OKB peuvent être exagérément optimistes et donc de fait sous-estimer notoirement la poussée. Alors, c'est illustré ici, par exemple, dans le cas d'un sol d'angle de frottement 30 degrés d'une pente de talus à 16%. Malgré une cohésion à 20%, en fait, on trouve donc pour Mono OKB 450 kN par mètre linéaire, et puis on voit la même valeur pour un calcul à la rupture en cinématique plane. Par contre, un calcul à la rupture avec cinématique rotationnelle, avec les arcs de spirale logarithmique, montre donc une augmentation de 11% de la poussée. Et puis pareil, si on considère un sol en fait qui est purement cohérent avec une cohésion de 50 kPa, on a toujours équivalence entre calcul à la rupture et Mono OKB. En revanche, on a une augmentation notoire de 22% en fait du calcul à la rupture selon une cinématique rotationnelle. Alors, il est important de rappeler que par nature, en fait, l'approche cinématique est une approche par l'extérieur, donc qui fournit une borne supérieure du chargement acceptable. Et donc ici, dans le schéma de Butey, comme la poussée en fait est un élément stabilisateur, en fait, le coefficient de poussée est estimé par défaut. Donc en fait, quand on voit qu'il y a 22% d'augmentation de la poussée, on sait que cette valeur est effective et que si on utilise des mécanismes plus complexes, on peut éventuellement aboutir à encore des coefficients de poussée plus importants. Si on avait étudié un schéma de Butey, donc P aurait été déstabilisateur et les approches cinématiques auraient alors fourni une valeur par excès du coefficient de Butey. Voilà. Donc si on passe à la diapo d'après, voilà. Donc bon, un des avantages principaux de l'approche cinématique, c'est qu'en fait, c'est un outil efficace pour traiter des configurations stratigraphiques assez variées et beaucoup plus complexes que ce qu'on peut faire avec Mono OKB, par exemple. Donc, par exemple, ici, la méthode est utilisée pour caler en fait point à point les diagrammes de poussée et de Butey. Donc, le diagramme de poussée à gauche et le diagramme de Butey à droite. Et cela en tenant compte en fait de surcharge sur la périphérie du talus, de talus, de risbermes et puis de lithographies qui peuvent être variées et de toutes formes, et également des termes de cohésion. Donc tout ça avec Mono OKB, il serait difficile de le faire. Voilà. C'est ce qui va être illustré un peu plus loin. Donc là, voilà, on a un exemple d'un projet, donc d'un mur de soutènement de 17 mètres de haut. Là, on a la lithologie réelle, donc on a des sols en place qui sont notamment des grès en base. Et puis, entre le mur et le sol en place, en fait, on a un remblai d'apport qui a été compacté soigneusement. Et donc, bon, on se retrouve sur un système de projet qui est pas très, très important, mais voilà, on a un cache de 0,13, pardon. Et donc ensuite, la première approche qui a été faite par l'ingénieur structure, ça a été en fait de venir forcer l'application de Mono OKB. Donc pour se rattacher strictement au formalisme de Mono OKB, le moyen trouvé, ça a été en fait de créer un sol homogénéisé, dépourvu de cohésion. Donc avec une cohésion nulle, un angle de frottement qui est la moyenne des angles de frottement, un poids volumique qui est la moyenne des poids volumiques, et de venir calculer donc, la poussée dynamique prise horizontalement. Hein. Donc on arrive à une valeur relativement élevée de 1,5 méganewton par mètre linéaire. Donc ça, c'est une première approche qui simplifie énormément le problème, mais qui amène à des valeurs assez élevées de la poussée. Donc une deuxième approche, et l'intérêt du calcul à la rupture, c'est de venir prendre en compte la lithologie réelle. Donc, notamment en fait le caractère multicouche et le fait qu'on a quand même de la cohésion dans ces grès. Donc même avec une cohésion prise très raisonnable, hein, même très sécuritaire de 20 kPa,
L'approche cinématique du calcul à la rupture permet de déterminer donc une valeur de la poussée qui est déjà réduite, donc qui est limitée à 1200 à 1,2 méganewton par mètre linéaire. Donc ensuite, après, on peut regarder avec des valeurs qui sont jugées plus représentatives de la qualité des grès. Donc ici, avec 50 kPa, on a encore une poussée dynamique réduite. Et puis après, en regardant voilà, la configuration qui se rapproche le plus de l'arrêté, c'est-à-dire en tenant compte à la fois d'une cohésion, alors encore une fois assez raisonnable dans les grès, mais également de la présence de ce remblai compacté à 35 degrés à l'arrière du soutènement, qui justifie le fait qu'on puisse considérer en fait un frottement mobilisable et une inclinaison de la poussée. Voilà, on obtient du coup une valeur de la poussée dynamique déjà bien moindre, avec 810 kPa. Et puis enfin, en considérant ce qu'on attend réellement dans les grès, c'est-à-dire une cohésion supérieure à 100 kPa, on voit dans ce cas-là, avec l'approche cinématique du calcul à la rupture, qu'en fait, il n'y a pas de mécanisme de rupture qui viennent se développer en fait, dans le massif. Et qu'en fait, les seuls mécanismes de rupture qui se développent sont dans le remblai. Et donc là, on obtient un coefficient de poussée qui est enfin, une poussée dynamique bien moindre. En fait, ce type de cinématique n'aurait pas pu être mis en évidence ou étudié avec les méthodes relativement simples et rustres de l'approche de Mono KB. Donc là, voilà un peu le tableau de synthèse entre les différentes configurations étudiées. Donc on voit en fait sur les 3 dernières colonnes, notamment la dernière colonne, que la prise en compte d'un modèle d'un modèle géotechnique plus raffiné et de méthodes plus élaborées de calcul, que l'incrément dynamique a été divisé par 3. Et puis également, on voit que la poussée statique a également été notoirement divisée, mais en fait, ça vient du fait aussi que ce qui marche en conditions statiques, c'est-à-dire l'analyse limite du calcul à la rupture et l'approche cinématique, pour traiter la cohésion et l'inclinaison des résultantes, en fait, marche aussi en statique, enfin marche aussi bien en statique qu'en dynamique. Voilà, et donc en fait, on se retrouve avec des valeurs de poussée dynamique projetées qui sont de 2 à 3 fois moindres, en fait, avec l'utilisation de modèles plus raffinés. Alors là, je vais vous présenter en fait ce qui est prévu dans le modèle de Lanchuleta, qui est en fait une généralisation du modèle de Boussinesq-Rankine. En fait, il s'agit d'une approche par l'intérieur qui consiste à construire en fait un champ de contraintes statiquement admissible. En fait, c'est une famille de méthodes qui est complémentaire des approches par l'extérieur. Alors, le principe du modèle consiste, partant du cas sismique, à se ramener au cas statique en procédant à une rotation d'un angle θ équivalent. Donc, en fait, c'est la fameuse modification de la gravité qui a été présentée précédemment. Donc, le gros intérêt, c'est qu'elle a la particularité comme on le voit dans l'expression de θ équivalent, en fait, de dépendre de la contrainte effective sigma v moins u. Donc, ce qui en constitue en fait une approche locale à même de rendre compte des effets d'un champ de pression interstitiel. Donc, à présent, je vais présenter quelques observations sur le modèle. Donc, en fait, pour essayer de comprendre qualitativement comment ça se passe, on a sur le graphique de gauche, donc sur la courbe de gauche, la représentation courante des états limites de poussée, dit l'état limite inférieur, et les états limites de poussée de butée, dit état limite supérieur. Donc, bon, là, après, en bleu, on voit l'état de contrainte au repos. Donc, le principe, en fait, de ce type de représentation en cercle de mort, c'est si on imagine une facette de sol parallèle à la surface libre du terrain, à la profondeur, mettons Z. Donc, cette facette de sol est horizontale, dans le problème qui nous intéresse. On peut représenter le vecteur contrainte qui agit sur cette facette. Et quand ce vecteur contrainte représente la contrainte normale en place. Et quand cette contrainte est verticale, en fait, ce vecteur contrainte est confondu avec l'axe des abscisses. Et donc la rupture au niveau de cette facette-là se fait quand le vecteur contrainte en fait, tourne d'un angle alpha autour de cette facette-là. Donc le vecteur contrainte qui était représenté horizontal dans la représentation de mort, tourne d'un angle phi en fait. On arrive à l'état limite et à la rupture du terrain. Donc cet état limite est représenté par la droite de pente phi sur la représentation de gauche. Et à partir de ces représentations de gauche, en fait, on trace les deux cercles tangents à gauche et à droite, donc tangents à la surface de rupture et à la droite phi, et qui représentent les états limites de poussée, les états limites de butée.
Dans le cas sismique, en fait, donc on a vu que l'équivalent, c'était de procéder à une rotation du terrain d'un angle θ. En fait, ce qui se passe, c'est que toujours gardant des contraintes verticales et horizontales comme contrainte principale, en fait, on a fait tourner la facette de sol d'un angle θ équivalent. Ce qui fait qu'en fait, pour arriver à la rupture, le vecteur contrainte, qui lui est toujours horizontal, confondu avec l'axe des abscisses, lui, il n'a plus qu'à en fait tourner d'un angle équivalent de phi moins θ. Donc, ce qui fait que dans cette représentation-là, la nouvelle ligne de rupture, le nouvel état de rupture, en fait, c'est une droite, une pente qui est à θ équivalent, qui est représentée en dessous de la droite θ, enfin pentée à phi. Ce qui est bien que dans cet état-là, en fait, représenter les états de poussée et de butée, en fait, revient à décaler le cercle de poussée vers la gauche et le cercle de butée vers la droite. Et en fait, ça revient à obtenir des coefficients de poussée supérieurs et des coefficients de butée inférieurs, ce qu'on obtient par toutes les autres méthodes en fait, de détermination des poussées et butées dynamiques. Donc en fait, voilà les équations auxquelles l'auteur arrive pour exprimer en fait la poussée et la butée localement. Donc en fait, on retrouve en fait les termes usuels de prise en compte de la cohésion, qui sont les termes en 2C racine de KAD, enfin du coefficient de poussée, et 2C racine du coefficient de butée. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on va bien voir apparaître l'expression sigma v-u, qui est la contrainte effective. Et on voit qu'elle c'est également prise en compte localement en fait, par l'expression de θ équivalent là. Donc en fait, localement, en fait, la prise en compte des pressions interstitielles revient à modifier l'inclinaison de la résultante du poids, l'inclinaison du séisme. Voilà, bon, puis après, il y a des expressions avec des paramètres psi A, psi P, voilà, donc c'est et qui dépendent de phi et de θ équivalent. Donc ces coefficients peuvent être calculés localement à tout point du projet. Donc voilà, donc en fait, si on s'intéresse maintenant au même type de représentation que ce qui a été mené précédemment, dans le cas le plus simple, hein, avec une cohésion nulle et un delta égal à 0, donc une inclinaison de la poussée nulle, poussée butée. Donc là, on a superposé les représentations de Monodot-Okabe et de Lanciolota qui ont été obtenues. Donc ce qui est important de noter sur la figure, donc en trait plein, c'est Monodot-Okabe, et les petits points figurés, c'est Lanciolota, c'est que les petits points, en fait, enfin, en fait, si l'Ancioleta, c'est une approche par l'intérieur, en fait. Donc, ce qui arrive fatalement, c'est qu'on va minorer les coefficients de butée obtenus et majorer les coefficients de poussée obtenus. Donc, ce qui se traduit par le fait que les courbes enveloppes, en fait, sont les courbes de Monodot-Okabe et les courbes à l'intérieur sont les courbes de l'Ancioleta. Bon, maintenant, après, comme ça a été présenté en préambule, en fait, Kakko et Riesel, en fait, ils se sont attachés à résoudre le problème de Boussinesq, ce qui est très proche de ce qui a été réalisé par l'Ancioleta. Et donc, en fait, on pourrait s'interroger sur le fait de pouvoir, en fait, adapter ces tables de Kakko et Riesel avec le cas sismique. Donc, en fait, comme ça a déjà été monté précédemment, voilà, le principe, ça va être de venir étudier une configuration équivalente, en fait, de ramener la configuration sismique à une configuration statique équivalente. Et la configuration statique équivalente, en fait, c'est l'inclinaison du terrain d'un angle θ et l'augmentation de la gravité d'un facteur 1 plus kV sur cos θ. Donc, en fait, sans perte de généralité, on peut explorer uniquement le terme, enfin, les valeurs de θ pour lesquelles kV sont nulles. Et en fait, en faisant cela, donc on garde toujours une rotation du terrain dans l'angle de θ. Par contre, on peut exploiter les tables de Kakko et Riesel en transformant en fait les valeurs de bêta et de lambda dans les tables. En fait, en remplaçant dans le schéma de la butée, par exemple, en remplaçant bêta par bêta moins θ et lambda par lambda moins θ, et en gardant le delta inchangé, c'est-à-dire si on considère par exemple une inclinaison de la butée nulle, en fait, les tables de Kakko et Riesel redonnent en fait les valeurs déjà obtenues des coefficients de poussée butée dynamique, déjà obtenus par exemple par la méthode du calcul à la rupture. Donc, ce qui est représenté sur le graphique de droite, donc on a superposé en fait en trait plein les résultats obtenus par Monodot-Okabe.
Les croix représentent les résultats obtenus par calcul à la rupture. Donc, dans le cas où la cohésion est nulle et l'inclinaison delta vaut 0, on a vu que ces deux méthodes étaient parfaitement équivalentes. Donc, croix et trait plein se superposent. Et puis, les ronds représentent en fait les valeurs données par l'étape de Kakko-Kerizel en tenant compte de la rotation de bloc rigide du terrain. Donc là, on trouve les résultats qu'on connaît déjà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une bonne correspondance entre les résultats. En revanche, du coup, les valeurs de Kakko-Kerizel sont souvent légèrement plus faibles en butée, légèrement plus fortes en poussée. Ça, c'est essentiellement lié au fait que les mécanismes de rupture étudiés par Kakko-Kerizel, en fait, étaient pas seulement des mouvements de bloc rigide. En fait, il y avait une zone de cisaillement radial, donc de déplacement qui était située donc proche de l'écran. Donc, en fait, on a des mécanismes plus complexes dont l'étude mène forcément à des valeurs donc de butée de coefficient de butée un peu plus faible et de coefficient de poussée un peu plus fort. Donc le même exercice peut également être mené avec des inclinaisons différentes. Donc là, par exemple, pour le schéma de butée, avec toujours une cohésion nulle et une inclinaison à moins de tiers de phi. Donc on voit figurer avec des croix donc les résultats obtenus par calcul à la rupture, et avec donc les cercles et les résultats obtenus par Kakko-Kerizel. Alors il est important de noter qu'en fait, donc le principe général, c'est d'utiliser brutalement les abacs de Kakko-Kerizel avec une configuration différente qui est déviée par le séisme, et puis de venir en fait diviser le coefficient obtenu par l'étape par le facteur cosinus θ, qui lui intervient en fait dans la division à l'origine de la valeur du champ de pesanteur. Ben voilà, à peu près ce qu'on pouvait dire sur les coefficients là, de sécurité. Très bien. Merci Gilles. Et donc voilà, en guise de synthèse sur les approches qu'on vous a présentées, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la pratique, l'utilisation du modèle de Monod-BOKB pour estimer les incréments de poussée butée est suffisant en fait dans les cas courants, hein. Donc après, c'est simplement en présence, par exemple, de stratigraphie complexe, ou si on cherche à gérer notamment en butée l'effet de la rugosité ou l'effet de la cohésion. Donc à ce moment-là, effectivement, on peut faire appel à des approches un peu plus élaborées. Donc ça peut être des approches globales comme calcul de la rupture. Ça peut être de ce type d'approche mondaine de l'Ancelota, mais simplement ce qu'il faut retenir pour l'avoir pratiqué, c'est que dès que le terme de cohésion devient prépondérant, les résultats sont discutables, hein. Donc le caractère intérieur est peut-être un peu excessif dans certains cas. Et donc, on vous présentera une comparaison justement pour un cas d'étude réelle, et notamment le cas de la fouille urbaine. On vous montrera ce qu'on obtient par ce modèle-là, et puis par les différentes autres approches, Monod-BOKB, calcul à la rupture, permettent d'apprécier un peu ce que ça implique en matière de dimensionnement. Ce qui compte au final, c'est le dimensionnement de la paroi. Utilisation des abacs de Kakko-Kerizel, donc ça c'est une proposition qu'on fait. Donc voilà, donc l'intérêt c'est qu'on s'inscrit dans la continuité de la pratique des calculs de soutènement sous action statique. Donc on arrive au terme de cette deuxième partie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la fenêtre de conversation. Et donc j'invite à présent Stéphane Brûlé à prendre la parole et à nous faire part d'un premier ex au milieu urbain et maritime. Oui, merci Fad, merci à tous les organisateurs. Du coup, je vais reprendre la main sur le document, Vas-y. passer directement sur la présentation. Hop là. Et donc, bonjour à tous. Merci pour ce séminaire. Je vais vous présenter en fait un retour d'expérience en fait, qui vient alimenter les éléments qui ont été fournis jusqu'à maintenant par les précédents présentateurs, hein. Donc, j'ai fait un choix de séisme sur lequel en fait on a de la documentation. Elle est essentiellement fournie par l'Association française du génie parasismique, et ceux sur lesquels je me suis un petit peu attardé, c'est des ouvrages sur lesquels on a aussi participé avec des petits comités pour aller faire exploration, bien sûr, des cas de figure, identifier les cas de séisme. Alors, tout ça est très compliqué quand même, parce que quand on va sur un terrain pour lequel il y a une mission après séisme qui est mandatée, on y va plusieurs semaines après, on est quand même très focalisé sur la question des bâtiments. Sur les zones pour lesquelles il y a eu, hélas, beaucoup de victimes.
Donc, dans ce contexte-là, les ouvrages de soutènement, même de petite hauteur, en fait, ne sont pas forcément ceux sur lesquels on va se focaliser, mais il faut néanmoins pas les oublier quand on est sur le terrain pour faire les observations, hein. Bien sûr, les glissements de terrain et les petits ouvrages de soutènement sont les plus importants, et essayer d'avoir effectivement des informations sur ce sujet-là. Donc là, j'ai fait un choix d'ouvrages qui sont sur terre, et le cas de Loma Prieta 89, qui est un ouvrage en bordure littorale. Et on va voir effectivement qu'il va y avoir plusieurs cas de figure qui sont très intéressants. Ça va être à la fois les séismes pour lesquels l'épicentre est très proche en fait de la zone d'intérêt où on a observé des phénomènes. Et le cas par exemple comme Mexico et Loma Prieta qui sont pour ces deux cas de figure plutôt des séismes entre guillemets lointains, qui sont au moins à 100 km de distance de la ville qui est concernée et pour lesquels on va avoir des effets qui sont mesurés dans ce contexte-là. Si on revient simplement sur une approche un petit peu magnitude de moment, qui est une forme de mesure de l'énergie en fait à la source sismique, au foyer, qui va dépendre effectivement de la dimension en fait de la zone de faille qui est concernée. Souvent, on trouve encore d'autres types de magnitudes, mais celle qui est retenue, là que j'essaie de rendre homogène, on va être dans des gammes qui sont pour le taille autour de 5. Pour les séismes méditerranéens, l'Aquila, Accumoli et du reste, des séismes autour de 6. Donc, c'est très intéressant parce que c'est des séismes, par exemple, qui peuvent être tout à fait réalistes pour le cas de France métropolitaine. Ensuite, séisme de Mexico autour de 7,1, également très intéressant parce qu'un mécanisme de subduction qui est le même que celui qu'on peut avoir, par exemple, pour les Antilles françaises et des ordres de grandeur qui sont les mêmes en termes d'énergie. Et le cas de Loma Prieta, qui est un séisme finalement autour de 7 également, mais qui lui, en fait, va avoir des effets induits. Donc, ce qui a guidé un petit peu le choix, c'est d'avoir des ordres de grandeur qui sont un petit peu similaires sur les éléments, pour pouvoir effectivement dire de façon un petit peu objective, bon, on observe des choses qu'on peut rapprocher à des magnitudes qui sont correspondantes. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant sur les cas que nous avons retenus, c'est qu'en fait, on se retrouve, si on prend en fait une idée d'intensité des dégâts, par l'échelle de Mercalli notamment, échelle de Mercalli ou Mercalli modifiée ou MS 98. Je ne ferai pas forcément le détail ici, je vais simplement prendre ça en grande ligne, mais pour vous dire qu'on est dans des ordres de classification qui sont un peu les mêmes, hein, entre 8 pour la majorité, entre 8 et 9. Et si on regardera juste après ce que ça donne en termes d'impact sur la structure, on a aussi fait un choix sur la différenciation des mécanismes au foyer. Donc, ces petits yeux qui sont représentés là, ça signifie effectivement qu'on est soit dans des contextes en compression, en extension. Donc, quand vous avez la partie sombre, ça veut dire que la zone est en compression. Donc, séisme du Duret, c'est un séisme en mécanisme inverse, le Teil également. Quand la partie blanche est au centre, c'est mécanisme en contexte d'extension, comme Mexico, Accumoli, l'Aquila. Et vous avez un cas de faille décrochante, en fait, à Loma Prieta dans cet ensemble. Donc, en fait, on a à peu près tous les cas de figure dans ce contexte. Juste pour rappeler l'échelle de Richter, donc ce qu'on est en train d'évoquer, on parle de séismes qui sont entre 5 et 7 dans les exemples que l'on a. 5, autour de 5, c'est plutôt le Teil en 2019, et 7, c'est plutôt effectivement Mexico. Bon, ça correspond à ce qu'on voit, c'est-à-dire 5 tremblements ressentis qui sont des dommages qui existent au niveau de l'épicentre, qui ne sont pas forcément importants, mais qui existent. Des dégâts, effectivement, pour 6 qui sont à l'épicentre, mais qui commencent à rayonner autour. Et 7, c'est des dégâts très importants à l'épicentre, mais aussi on va ressentir le séisme à plusieurs centaines de kilomètres très rapidement, en fait. Alors, énergie, 30 fois plus entre 5 et 6, et 30 fois plus entre 6 et 7. Donc, sur cette gamme de séismes qu'on explore, on a quasiment deux échelles. Donc, 100 fois plus d'énergie entre le 5 et le 7 en grande ligne. Sur l'échelle des dégâts à droite, juste pour rappeler que ce qu'on a retenu, ce sont des séismes qui ont provoqué quand même soit des dégâts massifs sur les habitats les plus vulnérables, etc., qui sont le plus souvent quand même assez détruits, et des dégâts importants sur d'autres structures, ou alors carrément des dommages très sévères, hein, donc des destructions de nombreuses constructions, même si elles étaient de bonne qualité. Donc on retrouve moins de disparité dans l'échelle de Mercalli par rapport aux séismes que l'on a retenus, qui sont des séismes qui sont quand même de façon effective assez destructeurs en surface. Donc juste quand même pour rappeler ce qui va guider aussi ça, c'est une démarche aussi qui accompagne quand même beaucoup la démarche de la FPS dernières années, c'est essayer d'associer un maximum de situations de désordre à des phénomènes qu'il ne faut pas louper. Si on identifie ou on suspecte des effets topographiques, des effets de site topographiques d'amplification, ou si on suspecte des effets de site lithologiques, en tout cas, il ne faut pas les négliger. Ça vaut le coup de les cartographier par rapport aux dégâts qu'on recense en surface, afin de mettre en corrélation finalement ces phénomènes avec des cartes de dégâts.
Évidemment, ce qui est parfois pas évident en mission après séisme, c'est d'avoir une collection un peu de désordre, observée avec des pathologies sur les bâtiments ou sur les ouvrages de soutènement, et puis finalement ne pas les rattacher systématiquement à des situations qui font des amplifications ou, comme c'est montré à gauche, en champ proche, c'est-à-dire en fait, on est directement des effets qui sont directs, qui sont liés en fait au jeu de faille lui-même. Alors là, c'est représenté de façon un peu symbolique avec un trait. On sait très bien qu'un phénomène de faille, c'est un faisceau de failles, hein, donc ça va couvrir plusieurs centaines de mètres éventuellement, voire plus, sur un ensemble. Donc il faut bien distinguer en fait des observations spectaculaires qui sont liées directement finalement à un mouvement de terrain qui est lié à la rupture et des mécanismes qui sont liés par exemple à la prise en compte, comme c'est le cas plutôt en champ lointain, c'est-à-dire il y a un effet d'amplification ou il y a un effet de la distance tout simplement, et à ce moment-là, ben, on va statuer sur le comportement de nos ouvrages dans ce contexte-là. Ça, c'est très important, car on peut tout à fait confondre en fait des effets spectaculaires avec des situations qui finalement sont elles-mêmes spectaculaires ou exceptionnelles en termes de situation par rapport à la zone de rupture. Alors, c'est difficile de trouver dans la littérature, mais moi, c'est l'approche que je fais sur la base de compilation. Le champ proche et le champ lointain. Le champ lointain, il va se distinguer par quelques longueurs d'onde par rapport au champ proche. Alors, ça veut dire propagation d'onde dans un milieu crustal qui est à 5000 mètres par seconde, par exemple. C'est-à-dire que 2, 3 longueurs d'onde, ça veut dire qu'on se retrouve en champ lointain assez vite, à 10 ou 15 km par rapport à une zone de faille importante. C'est ordre de grandeur que vous retrouvez dans les études internationales, quand on définit en fait une zone de faille, on va dire les limites de part et d'autre, à partir desquelles finalement il faut faire une étude spécifique. Et après, au-delà de cette distance, ben, on peut appliquer les codes locaux. Alors, effet direct en champ proche, voire des effets induits, plutôt des effets induits en champ lointain. Si on regarde maintenant le cas du séisme de l'Aquila, ben, du coup, magnitude 6,3 avec un épicentre qui est quand même très, très, très proche, hein. On parle d'échelles de dégâts qui sont quand même importantes. On a dit entre 8 et 9 tout à l'heure. C'est des distances quand même par rapport au centre-ville historique, on est quand même dans l'ordre du kilomètre, hein, entre le point rose que l'on voit avec la croix blanche, là, qui est l'épicentre. Alors l'épicentre, ça veut dire l'événement majeur, hein. Il y a tout un tas de petits foyers qui existent. J'ai fait un choix pour représenter symboliquement. Il y a plusieurs foyers qui existent, mais celui-là, c'est le principal. Et on a une autre commune, la Paganica, qui se retrouve également à 5 km, pour lequel on va aussi voir des phénomènes. Et tout ça pour dire qu'effectivement, effet très impressionnant sur l'Aquila, où les dégâts sont encore visibles aujourd'hui en grande quantité, parce que comme le bâtiment sont historiques, il n'y a pas eu beaucoup de reprises. Mais toujours est-il, il faut rappeler quand même la proximité de l'épicentre dans ce cadre-là. Donc on est dans un mécanisme de faille normale dans ce cadre. On a la chance d'avoir documentation qui a été compilé dans le rapport AFPS de l'époque, de 2009-2010. Et on a notamment des enregistrements dans la vallée de Laterno, où on voit qu'on est dans un contexte de remplissage alluvionnaire. Et l'Aquila est un petit peu sur un dôme un petit peu qui domine un petit peu la vallée. Et le reste de la vallée, ben, finalement, c'est un remplissage de matériaux alluvionnaires. Et on se retrouve dans les contreforts, finalement, du relief. Ce qu'il faut retenir en première analyse, si on reprend la figure du centre, en fait, c'est l'importance quand même des valeurs d'accélération qui sont enregistrées grâce à ce réseau précieux d'accéléromètres, hein. On parle de 0,5, 0,7, presque peut-être dépasser 1 G selon les hypothèses sur un des enregistrements. Et donc, ce que l'on mesure là, c'est ce que a montré Fad dans sa présentation du début. Là, on veut mesurer en fait l'accélération qui est au rocher, maximalisée par un effet de site qui est déjà pris en compte, hein. Grosso modo, ça serait un AG fois S qui est pris dans l'approche. Donc, il n'y a pas la partie coefficient de comportement, le coefficient d'importance du bâtiment, mais c'est ce qu'on mesure avec l'effet déjà d'amplification. Donc, 0,7 G dans cette partie-là, c'est quand même très, très important pour le site, hein. Alors, bien sûr, ce qu'on va aussi constater quand on a la chance d'avoir l'information sur les classes de sol, donc à droite du tableau, c'est de constater qu'on est quand même sur des sols qui sont rocheux quand on est au niveau des contreforts. Et puis, on va se retrouver avec un remplissage de matériaux de classe B sur le site. On n'est pas non plus dans des sols de classe E, qui sont assez propices aussi à une amplification qui peut être importante. Et donc, avoir cette information-là, c'est assez important dans ce contexte. Alors, qu'est-ce qu'on observe d'un point de vue pratique? Ben, on a identifié, donc là, dans les rédacteurs du rapport de l'époque, de la FPS, en 2009, ont observé quand même des ouvrages qui avaient été sujets à de la bascule ou des fissures qui sont identifiées, avec soit des ouvrages de type béton armé ou un petit peu composite, comme on voit à droite, il y a une structure un peu béton armé, banché, et en bas plutôt des ouvrages finalement par bloc, avec des mouvements. Ce que disent par exemple les auteurs dans ce cadre-là, avec des ouvertures désymétriques, pour le rejet vertical vers l'aval.
Plutôt, selon l'interprétation, on est très proche en fait de la zone de faille, donc associé finalement à des mécanismes qui sont observables, mais liés au rejet de la faille elle-même. Quand on regarde un petit peu d'autres ouvrages, il est signalé quelques ouvrages d'art sur la route, notamment là sur Paganica, avec un mur de soutènement, pardon, plutôt avec une couverture en maçonnerie, qui lui a fait l'objet finalement de désordres. Alors, ce pas des ordres qui ont conduit à la ruine, hein, donc a été stabilisé, des tassements qui étaient induits sur l'ensemble. Donc un ouvrage un peu symétrique, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement une rampe d'accès assez importante en remblai. Et donc ça c'est intéressant parce que c'est pas le cas effectivement avec un demi-espace infini sur le côté. Donc c'est un ouvrage qui peut avoir aussi une identité dynamique dans ce contexte-là, donc avec des dommages avérés. Les ouvrages qui étaient en bon comportement, hein, donc relatés toujours par ces auteurs dans ce guide à FPS, en éléments préfabriqués ou les ponts cadres préfabriqués ou coulés sur place, peu importe, ces éléments-là en fait ont une tenue qui a été tout à fait correcte dans la zone qui est très proche également de l'intensité maximale des dégâts. On a aussi d'autres photos que j'ai prises moi en allant un peu plus en détail peu de temps après sur le site et j'ai aussi observé des ouvrages qui sont bien comportés, hein, des ouvrages en béton armé à gauche qui sont correctement dimensionnés avec néanmoins des charges significatives en tête avec des ouvrages de type bâtiment, des murs en maçonnerie avec un certain angle dans la partie, la photo du centre, couverture en maçonnerie en tout cas. Les ouvrages en surface, par contre, eux, comme on peut le voir, sont quand même assez endommagés. À droite, pareil, un mur peut-être de type un peu cantilever, donc semelle avec une paroi verticale. Les bâtiments sont fortement endommagés. On voit bien tous les mécanismes de rupture qui se sont produits. Par contre, sur ces trois exemples-là, par exemple, je n'ai pas constaté, moi, de désordre significatif, en tout cas après l'événement, sur ces ouvrages de soutènement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, comme dans toutes les missions. Il y a ceux qu'on observe, et puis il peut y avoir aussi des cas de figure qu'on n'a pas forcément identifiés. Ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, rien n'a alerté très spécifiquement dans ce cas-là. Si on regarde le cas du TEI, qui est un mécanisme également intéressant, hein, donc un mécanisme en phénomène en contexte de compression, donc faille inverse, on est très proche également du centre-ville, hein, on est à 4 km de distance, avec une profondeur qui est plutôt faible, hein, si on parle de quelques kilomètres de profondeur au maximum sur le site, avec une échelle de dégâts 8. Sur les habitations, à peu près eu 2000 diagnostics hein, qui ont été faits sur des ouvrages endommagés sur l'ensemble, donc c'est quand même, il y a eu beaucoup de phénomènes sur le bâti, qui est plutôt un bâti ancien en général, mais pas uniquement. Donc on est dans un contexte géologique qui est aussi un petit peu propice à des effets d'amplification quand on est dans le bas de la vallée. Si on regarde la commune du Teil sur la figure de droite, où c'est la carte géologique du BRGM, toute la partie qui est donc en bordure de Rhône, avec du remplissage alluvionnaire, c'est des sites qui sont propices à de l'amplification. On n'a pas observé tant que ça de phénomènes déjà sur le bâti. Et donc, pour la partie ensuite un petit peu sur les contreforts, comme on voit sur la photo à gauche, eh bien, on se retrouve sur des matériaux qui sont de consistance marneuse ou calcaire, mais il peut y avoir des vallées avec du remplissage alluvionnaire également. Bon, dans ce contexte-là, donc très proche de la faille, hein, parce que là, les deux photos que je montre, enfin les deux exemples de part et d'autre sur cette diapo, c'est des situations où on est à la distance kilométrique de l'épicentre. Donc, ce qu'on peut voir sur la partie de gauche, donc sur un mur en maçonnerie, moi, ce que j'ai pu observer, parce que du coup, j'ai pris un peu de temps pour le voir, j'ai pu voir un petit peu de déplacement, je pense, du parement, qui a entraîné en fait des petites failles en ouverture, hein, comme on voit sur la photo du milieu. Mais rien n'était flagrant hormis ce phénomène. Mais on voit quand même qu'il y a eu un effet, hein. Donc, le mur est assez haut, hein, il fait un peu plus de 4 mètres de hauteur. Les équipes de FPS ont aussi vu des effondrements d'ouvrages en maçonnerie plus récents hein, sur des terrains en pente. Alors, toujours bien distinguer ce qui peut être le petit glissement local, qui est donc la stabilité générale de la stabilité propre de l'ouvrage elle-même, hein. Donc l'ouvrage était un petit peu patibulaire là, sur la photo en bas à gauche, pas forcément représentatif non plus d'une solidité et d'un dimensionnement ad hoc. Plus intéressant peut-être à droite, où là, on a un ouvrage effectivement un peu plus identifié, avec peut-être un petit peu de poussée des terres et des mécanismes d'ouverture. Bon, à découpler toujours de beaucoup d'autres phénomènes, hein, la ville du Teil est une commune qui est sensible par rapport au phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Donc, sur des pathologies qui sont présentes sur le site, il faut parfois aussi largement faire le tri entre ce qui est lié à des mécanismes de fracturation qui sont liés au comportement des argiles par rapport à ça. Bon, là, sur ce qui a été relevé, visiblement, il y a un effet quand même récent lié à la poussée dynamique. Si on revient un peu sur le cas de Mexico, du coup, qui est un exemple un peu phare, et qui, pour l'occasion, une agglomération de Mexico, en tout cas de plus de 25 millions d'habitants, ce qui est colossal, avec des réseaux souterrains importants, parce qu'il y a un métro qui est très performant et très reconnu dans le monde pour sa fonctionnalité et puis son étendue aussi à l'échelle de la commune. C'est aussi donc l'occasion d'avoir des ouvrages de soutènement qui sont dans des structures adaptées, etc., et puis de faire des observations. On n'a rien observé sur le cas de Mexico pour les problématiques d'ouvrages métro. Le séisme s'est produit à peu près à 120 km. Il est quand même assez loin de Mexico, mais c'est quand même assez proche. Donc, ces phénomènes induits qui sont à l'intérieur, qui sont importants. On voit une autre commune que j'ai présentée en bas qui s'appelle Oaxaca. Eux, ils ont plutôt souffert de beaucoup de glissements de terrain. Alors, pas forcément des ouvrages soutenus, pas des terres soutenues, mais des glissements de terrain naturels et des blocages de voies d'accès. Beaucoup de gens sont décédés à cause de ces problèmes d'accessibilité pour les secours qui ont interrompu les voies. Donc, Xochimilco également, ville intéressante. Donc, Mexico, évidemment, c'est un remplissage volcano-lacustre qui est très important, sur à peu près 30 à 60 mètres au plus profond de l'élément. Donc, c'est un endroit qui est propice vraiment à l'amplification du mouvement en surface dans le contexte qu'on évoque. Et donc, et malgré ce phénomène d'amplification qui est très observé sur tous les oscillateurs, on n'a pas de mécanisme qui se soit observé sur les structures de soutènement présentes sur site. Alors, les quelques cas de figure, excusez-moi, j'arrive exactement dans 2 secondes. Les quelques cas de figure qu'on a pu observer, c'est plutôt rare, plutôt dans la ville de Xochimilco, qui est à peu près une vingtaine de kilomètres au sud de Mexico, avec des ouvrages peut-être déjà anciens, un peu fatigués en maçonnerie, et qui ont été conduits à la rupture. Sur la photo qu'on a, c'est à peu près le seul cas documenté que l'on a à l'échelle d'une ville aussi importante que Mexico, qui fait plus de 30 à 40 km de longueur, sur à peu près 30 km en largeur. Donc, très peu de cas de figure. Alors, une grande partie de la ville est plate, je suis d'accord avec vous, mais il y a une partie qui est déjà sur les contreforts. On peut tout à fait avoir des ouvrages de soutien. Alors, des phénomènes induits, c'est ce qui est difficile dans les missions post-sismiques, c'est de distinguer en fait ce qui pourrait être des phénomènes liés à des poussées dynamiques et plutôt d'autres phénomènes qui sont des tassements induits par des dysfonctionnements d'ouvrages enterrés, comme c'est le cas ici. On pense que c'est des fuites de canalisation dans des remblais routiers. Et donc le séisme a peut-être aggravé le mécanisme d'un remblai qui était peut-être devenu un peu insuffisant, etc., en entraînant des tassements spectaculaires, mais qui ne sont pas directement liés en fait au soutien des terres par les ouvrages qui étaient en place. Donc ça, c'est toujours sur la ville de Xochimilco. Si on regarde un séisme plus récent, donc un séisme auquel on n'a pas observé grand-chose là pour l'occasion, mais un mécanisme qui était également en faille, donc en faille inverse, donc le séisme Durrës en Albanie, est un séisme pour lequel l'épicentre n'est pas très bien identifié, mais bon, on va considérer qu'il est autour de 20 km à peu près, entre 15 et 20 km de la ville de Durrës, et la ville de Crouillé, qui est plutôt une ville en début de montagne, dans un contrefort également, et qui se trouve à peu près entre 20 et 25 km de distance de l'épicentre. Donc toujours des échelles macrosismiques autour de 8. Donc, ville de Durrës, photo en haut à gauche, très propice à des effets d'amplification, parce que c'est du remplissage sédimentaire sur maximum 100 mètres d'épaisseur. Donc, la partie centrale de la ville se trouve avec un effet de site potentiel qui est important. Et puis, la ville de Crouillé, qui, elle, en fait, pourrait être suspecte en première analyse à tous les effets de site topographique, parce que tel qu'on la voit identifiée, elle est sur un épaulement, en fait, d'un refend montagneux, et on peut dire, finalement, ça vaut le coup d'aller voir si les ouvrages de soutènement sont comportés correctement, si on a des effets, par exemple, d'amplification, d'effets topographiques sur la poussée dynamique. Donc, sur la gauche, ce sont les ouvrages qui sont donc à Durrës. On voit en haut, exactement à gauche, un mur finalement de l'amphithéâtre romain dans la ville de Durrës, qui n'a pas du tout subi de dommages directs, en tout cas lui, par rapport à la poussée des terres. Tous les petits ouvrages en contrebas, comme celui qui est montré en fait en haut à droite, pas d'effet répertorié.
Et sur la partie littorale, on n'a rien observé non plus en termes de stabilité des ouvrages littoraux. Sur la ville qui est cette fois-ci un petit peu en hauteur, pour lequel on peut suspecter finalement tout un tas de mécanismes, on n'a pas observé sur tous les ouvrages de soutènement, on n'a rien vu de flagrant sur l'ensemble. Il n'y a qu'une tour très ancienne, c'est la tour qui a été fissurée, mais tous les ouvrages de soutènement latéraux n'ont pas fait l'objet d'observations particulières. Sur le cas de Loma Prieta, normalement c'est mon dernier exemple en fait par rapport à ça, c'est l'exemple cette fois-ci de structure portuaire en fait, hein. Donc le séisme se déroule à plus d'une centaine de kilomètres vers Gilroy en Californie et on se trouve dans la baie de San Francisco, plus exactement la baie de Oakland, que l'on va voir tout de suite. Donc là on a un mécanisme décrochant légèrement inverse. Donc la particularité du site, toujours avec une bonne documentation de l'époque, hein, donc rapport à FPS de 1991, on voit que bon, vous avez donc à gauche, vous avez la presqu'île de San Francisco, et à droite, vous avez la ville d'Auckland, en fait, qui est située quand même sur des épaisseurs assez importantes d'alluvions ou de matériaux plutôt mous, hein. On a donc des remplissages de baies qui sont de l'ordre de la quarantaine de mètres au maximum, 50 mètres. Donc on a des conditions assez propices pour des effets de site assez remarquables dans la zone. Et donc, comme j'ai dit, on était à peu près 100 km de distance de l'épicentre. Donc, que l'on observe là, ça fait partie des sujets qui ne seront pas forcément détaillés dans le cadre de ces présentations. Bon, forte suspicion de liquéfaction, bien entendu, sur la partie de ces ouvrages portuaires, qui se retrouvent vraiment aussi dans des conditions soit d'extension en fait, de la zone terrestre vers le littoral, avec du remplissage, soit avec des remblais, soit on va dire les vases de la baie d'origine. Donc des contextes quand même, un contexte géotechnique et géologique qui est très complexe et qui mérite effectivement une attention particulière pour le traitement. S'il s'agit de liquéfaction, comme on a dit tout à l'heure, c'est plutôt du préventif. Il faut d'abord traiter que dimensionner spécifiquement. Une carte intéressante à droite, hormis grâce au reportage photo précieux de Alain Pecker déjà depuis l'époque. L'intérêt de ces missions, c'est de collecter des données tout à fait réutilisables par la suite, hein. Ces missions sont importantes pour ça. On remercie ceux qui prennent abondamment de photos pour ça. On voit sur la représentation à droite sur la carte, donc dans la baie d'Auckland, que toutes les parties finalement assurées du coup des phénomènes de liquéfaction constatés du moins à l'époque, et puis des autres phénomènes de tassement qui sont visibles de part et d'autre. Mais on voit que ces ouvrages portuaires, dans des contextes qui ne sont pas proches de l'épicentre, mais le fait d'amplification certainement du signal, plus un effet de liquéfaction induit sur l'ensemble, a entraîné des désordres qui sont de nature importante. Voilà, donc ce que je voulais dire pour conclure un peu sur cette première partie de retour d'expérience, hein, c'est qu'il faut bien distinguer les cas de figure pour lesquels on est quand même au droit de l'épicentre ou pas très loin. On peut avoir des effets qui sont directs, particulièrement importants. Quand on est plutôt sur des sites, en tout cas de lectures que j'ai pu faire, assez distants finalement de la zone épicentrale, soit on a des phénomènes d'amplification liés à l'effet de site lithologique, qui n'ont pas donné lieu forcément, sur l'exemple que j'ai présenté, à des poussées dynamiques extraordinaires ayant entraîné un désordre de l'ouvrage, et effectivement bien distinguer ces cas de figure. Voilà ce que j'avais à dire sur cette partie. Je redonne la main. Merci beaucoup. Dominique, si tu es avec nous? Je vais partager le document. Oui. Alors, l'écran, pam. Donc, un complément d'éclairage pratique. Voilà, tout à fait. Donc, si ça veut bien. C'est bon. Oui, pardon. Je vais vous présenter un retour d'expérience réalisé suite à la mission FPS de 2016, après le séisme d'Akumoli à Maastricht. C'était un séisme qui est intervenu après une période de sécheresse en août 2016, donc les sols étaient faiblement saturés. On verra que ce contexte a joué un rôle dans les phénomènes observés. On observera plus généralement des comportements variables d'ouvrages en fonction de la conception des ouvrages, leur vétusté, mais également les renforcements existants et d'une certaine manière en fonction de la proximité de l'épicentre.
2 types d'ouvrages ont été observés. Donc, je vous présente là la localisation des ouvrages. Les petites punaises bleues représentent des ouvrages d'art, et notamment les murs de culée qui auront été observés. Et les soutèlements plus classiques, ce sont les punaises jaunes. Voilà. Alors, le séisme d'accumuler à Maastricht, c'est un séisme de magnitude 6, relativement superficiel, puisque le foyer est à 8 km de profondeur. C'est un séisme qui est assez particulier parce que les, les, les pics d'accélération horizontaux et verticaux sont finalement relativement concomitants, ce qui se solde par une rotation de la gravité relativement importante en fonction du temps, une rotation maximale qui atteint près de 44 degrés. Alors cette rotation maximale certes instantanée, mais quand même importante, de 44 degrés, permet d'expliquer le glissement de bloc sur bloc et des phénomènes d'expulsion de blocs, puisque la rotation serait supérieure ou égale au frottement à l'interface entre les blocs. Alors, le premier ouvrage que je souhaite vous présenter, c'est un ouvrage qui présente une rupture de mur sans rupture du sol. Donc, en effet, aux extrémités, on voyait un début de déversement d'ouvrage, et au centre, donc la photo de droite, des blocs épars littéralement expulsés de l'ouvrage, et à contrario, un sol qui tenait verticalement en falaise. Donc, finalement, pas de poinçonnement du sol, pas de glissement visible du mur, mais un déversement. Et l'observation suggère qu'il n'y a pas eu d'effort de poussée dynamique, puisque le sol était non saturé, et donc présentait une cohésion apparente, et le sol tenant verticalement. Donc cet effet de la cohésion, absolument non négligeable sur ce site-là, même si c'était une cohésion apparente. Donc la rupture du mur était finalement liée uniquement aux seules forces d'inertie, avec ces deux phénomènes de déversement et d'expulsion des blocs. Alors pour illustrer un peu la cohésion apparente, je fournis ici une relation expérimentale établie sur les limons de Limlet, présentant la cohésion apparente en fonction de la succion matricielle dans le sol. On peut facilement obtenir 10, 15, 20 kPa parfois de cohésion apparente dans des sols non saturés. Le second ouvrage est situé à Castelluccio di Norcia, c'est à une dizaine de kilomètres de l'épicentre. C'est un mur renforcé par clouage uniquement sur la ligne supérieure, donc il y a 4-5 clous en ligne supérieure. Alors on observe d'abord une ruine totale du parapet qui a été totalement détruit, ce qui témoigne quand même d'une intensité sismique forte, et quasiment d'une absence de désordre sur le mur renforcé par clouage, alors qu'il n'y a pas de clous en partie inférieure. Alors, encore une fois, absence de désordre de type poinçonnement, de type glissement du mur, et on note une remarquable efficacité du clouage, alors que c'était qu'un clouage en tête. Donc ça a à minima protégé l'ouvrage vis-à-vis du déversement, mais on sent que finalement ça a protégé l'ouvrage dans sa globalité. Le troisième ouvrage, c'est un petit mur en pierre sèche situé à Pescara del Tronto. Et là, on est à 8-9 km de l'épicentre. Et la rupture qui a été constatée est assez proche des phénomènes observés sur Amatrice, des propagations de blocs sur une bande de 2-3 mètres de largeur, ce qui est assez surprenant pour un mur d'1 mètre de hauteur, et un début de déversement des extrémités du mur. Donc encore une fois, pas de rupture géotechnique, pas de poinçonnement, pas de glissement,
pas de rupture en poussée du sol qui tient verticalement tout seul. Donc, cet exemple intéressant illustre l'effet de la cohésion, même apparente, qui permet de limiter, voire ici d'annuler la poussée dynamique, et une ruine du mur imputable aux seules forces inertielles. Un autre exemple, c'est un mur à Arcata del Tronto. Donc là, cette fois-ci, on a une rupture géotechnique puisqu'il y a une fracture de la chaussée soutenue avec un rejet vertical. On a également un endommagement de la maçonnerie avec une ruine du parapet, hein, donc toujours ces actions inertielles, et également une rupture structurale avec l'apparition de fractures, créant une amorce de rupture de l'ouvrage, ainsi que des déversements en tête. Donc, on observe ici une rupture interne du mur par excès de poussée et de déversement, toujours aucun signe de glissement et de poinçonnement du sol. Alors, ce type de mur en béton armé, présentant des fruits de 15 degrés, je les ai rencontrés fréquemment. J'ai trouvé absolument aucun désordre sur ce type d'ouvrage. Pas de poinçonnement du sol, pas de glissement, aucun endommagement structurel. C'était assez remarquable. D'autres murs à proximité, notamment des murs en retour à proximité du pont Atreocchi, sur l'entrée d'Amatrice. Alors, on a pu constater la ruine du parement et l'expulsion du parement maçonné, hein, qui présentait un défaut de liaison à la maçonnerie de remplissage derrière. Un affaissement de la chaussée, donc là, il y a eu une rupture géotechnique. Et dans les zones clouées, certes dans les tympans, mais également une partie du mur en retour, aucun désordre, donc un très bon comportement des zones clouées. A contrario, si on passe de l'autre côté de l'ouvrage, cette partie-là proche de la culée n'était pas clouée et présentait des contreforts qui ont rompu, et on a eu une rupture du parement et un certain nombre de phénomènes indiquant un déversement important de l'ouvrage. Donc, un exemple témoignant de l'efficacité des renforcements par clouage, même sur de la maçonnerie relativement ancienne et vétuste. Un autre exemple du même type, qui illustre le comportement des tympans du pont en amont du lac de Scandello. On y a constaté le décollement et la ruine de la maçonnerie des tympans, certes qui présentait une altération généralisée des joints, hein, donc une forme de vétusté, et également un défaut d'accrochage du parement qui a été littéralement expulsé par les actions inertielles. Sur les ouvrages, les viaducs modernes, on a constaté, donc là ici c'est le viaduc del Tronto, on a constaté une fracturation à l'interface de la culée et du mur, avec, il me semble que la culée était sur fondation profonde, avec un glissement et un tassement centimétrique du mur en retour, mais rien de catastrophique, hein. L'ouvrage était parfaitement circulable avec une petite marge de l'ordre du centimètre. Un petit rechargement simplement de chaussée était à prévoir. Donc, un comportement des ouvrages de soutènement ici montrant de petits glissements, mais qui ne constituent pas une rupture à proprement parler, hein, et ce qui suggère effectivement de promouvoir les approches en déplacement qui permettent effectivement de maîtriser ce type de déplacement. Également sur le viaduc del Cantoniero, donc on est aussi à une dizaine de kilomètres de l'épicentre. On a constaté des tassements de 1 à 2 cm au droit de la culée et l'absence de désordre sur le mur point en béton qui présentait là encore un fruit de 15 degrés, donc sur les murs en retour. Alors c'est un
un ouvrage un peu particulier soutenant un sol cohérent à proximité d'une falaise de 20 mètres de hauteur, hein. Donc là, on est sur le site de Pescara del Tronto. Donc, cette photo a été prise lors de la mission FPS. J'avais été assez impressionné par la résistance de l'ouvrage qui présentait a priori aucun désordre apparent, si ce n'est que une photo réalisée, une prise de vue réalisée à l'aide d'un drone a permis de montrer qu'il y avait un prédécoupage du terrain avec donc le premier séisme du 24 août, le séisme dit d'Accumuli Amatrice, s'était soldé par un endommagement du massif avec une perte de cohésion du matériau. Et puis le séisme du 30 octobre, a priori moins agressif, moins sollicitant, s'est soldé par une ruine totale de l'ouvrage. Donc là, on est sur quelque chose qui est qui est plutôt, qui relève plus de la stabilité globale, voire des actions inertiales avec une rupture préalable du sol, une perte de cohésion du sol. En termes de conclusion et de retour d'expérience, on a constaté des endommagements géotechniques et structurels liés aux successions de séismes. Donc ça, le cas de Pescara del Tronto avec la rupture du mur montre bien qu'il peut y avoir des phénomènes d'endommagement, notamment dans le sol. L'effet très fort de la faible saturation des sols qui a permis de limiter la poussée dynamique en raison de la cohésion apparente des sols et qui a permis d'expliquer le relatif bon comportement des murs lors du séisme d'août 2016. Et puis, en termes de pathologie, on a rencontré assez peu de ruptures par glissement, quelques glissements localisés, enfin de faible amplitude, de l'ordre du centimètre, sans conséquence, qui suggèrent d'adopter des approches type déplacement afin de relaxer le dimensionnement des ouvrages. Pas de rupture par poinçonnement. Était-ce dû à la faible saturation des sols? C'est possible. Beaucoup de ruptures par déversement, en raison probablement de cette forte rotation du champ de gravité, hein, atteignant presque 44 degrés, et également lié à l'insuffisance structurelle des ouvrages. On avait noté des faiblesses constructives avec un défaut de l'isolement des parements. Une très forte efficacité du clouage, donc ça c'est vraiment une des conclusions majeures qui montre que le clouage est relativement bien adapté au durcissement, au séisme des ouvrages maçonnés anciens. Et puis, une disposition constructive intéressante, c'est le fruit positif dans les murs poids qui permet d'atténuer les actions inertielles et en contexte sismique, ce qui est relativement efficace. Voilà, j'en ai fini pour ce petit retour d'expérience sur les effets induits sur les ouvrages de soutènement. Merci beaucoup. Merci Dominique, merci Stéphane. Alors, comme on a été, ouais, bon, ça va, il nous reste une dizaine de minutes, mais je pense qu'on va pouvoir traiter les questions qui ont été posées, sachant que j'ai pris l'initiative de répondre à quelques-unes dans la fenêtre de conversation. Je ne sais pas si Delphine, tu as fait quelque chose de ton côté vis-à-vis des questions ou pas? Ouais, je les ai Bah, vas-y, mises. tu peux les projeter à l'écran. OK. J'arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, très bien. Parfait. OK. Donc, c'est dans l'ordre, c'est ça? C'est dans l'ordre et j'ai rajouté tes réponses à la très suite. bien, très bien, très bien. Donc voilà, question de Jean Sauvage, précédent, estimer la fourchette, on l'approche par l'extérieur. Voilà, donc ça c'est prévu, on a prévu de le présenter, de comparer les deux approches. Donc on a déjà commencé à voir à travers ce qu'a montré Gilles, les différences qu'on pourrait avoir sur la coefficient de poussée butée. Mais le plus important, en fait, au final, c'est de regarder la différence que cela pourrait avoir sur le dimensionnement, par exemple, structural, le ferraillage qu'on met dans la paroi. Donc, c'est ça ce qu'on va chercher à montrer dans le cadre de la présentation des études de cas du 10 mai. Alors, question suivante.
Donc Eric, donc voilà, il fait souvent mention de la nouvelle version. Donc ce que je disais, donc c'est que le texte complet est en phase d'enquête. Il est parti à l'enquête là. Donc les membres du CNPS ont été appelés récemment à exprimer leurs commentaires et la diffusion est prévue d'ici 2026 si tout va bien, sachant qu'il y a une volonté de synchroniser la diffusion de l'ensemble des Eurocodes. Donc malheureusement, c'est le moins avancé qui va imposer la date de diffusion. Et puis Pierre a évoqué le cas de la prise en compte en termes de cohésion quand on utilise les cas coquerizels avec gravité modifiée. Donc, je présenterai ça lors du prochain webinaire. J'ai noté la remarque. Ouais, c'était ça. Et puis ensuite, Olivier Bourget, sommes-nous bien d'accord que la méthode Monod-BOKB ne prend pas en compte la cohésion du sol? Non. Comme expliqué, le modèle de Monod-BOKB, au même titre que le modèle de Coulomb et tous les autres modèles, permet tout à fait de prendre en compte le terme de cohésion. D'ailleurs, si on regarde l'article d'origine de OKB 1924, il a bien développé la formule complète. Dans le cas d'un sol sans cohésion, le modèle conduit à la formule que vous avez dans l'Eurocode 8-5 actuel. Ça ne veut pas dire que le modèle ne prend pas en compte la cohésion. Avec la cohésion, la formule est différente et l'Eurocode 8 n'impose pas de négliger la cohésion. Ok, donc Étienne, KV peut être positif ou négatif. Donc dans la pratique, il faut faire les deux, sachant que généralement, ce qu'on observe que pour un séisme allégeant, KV négatif, ça sera celui-là qui va être dimensionné pour un sol frottant. Et puis pour un sol cohérent, ce qu'on va observer, c'est plutôt le séisme pesant. Voilà. Après, dans la pratique, il faut faire les deux. Et Romain Valentin, l'hypothèse de rigosité nulle butée est due à la mise en défaut de Monod-BOKB par rapport à un modèle à la rupture. Si la butée dynamique retenue est justifiée par un modèle à la rupture, la rigosité peut être conservée. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas cette lecture-là de l'Eurocode 8. L'Eurocode 8 n'interdit pas la rigosité. Simplement, l'Eurocode 8 écrit explicitement, je cite, le KA peut être calculé avec le modèle de Monod-BOKB, pareil pour KP, peut être calculé avec telle formule. Et évidemment, pour pouvoir appliquer telle formule qui vient d'un modèle de Coulomb, on ne doit pas mettre la cohésion, la rigosité. Donc, s'il y a de la rigosité, il faudra une autre formule. Voilà. Ou un autre modèle. Donc, pour moi, pas de contradiction. La version actuelle de l'Eurocode 8 permettait l'utilisation de tableau cas coquerizels. La version actuelle de l'Eurocode 8 dit que le KA peut être explicitement écrit comme ça, peut être calculé avec Monod-BOKB. Donc, si on propose quelque chose de mieux, et pour moi, ça relève plus de background scientifique que de l'aspect réglementaire, le fait d'utiliser tel ou tel modèle, c'est du moment qu'il est justifié. Donc, Romain Valentin, drainer, non drainer en dynamique. Effectivement, ta remarque est juste, Romain. Donc, moi, cette valeur 10-3, on la retrouve à peu près partout, sauf là, je viens de vérifier. Elle n'apparaissait pas, effectivement, dans l'Eurocode 8 partie 5. Encore une fois, c'est un phénomène physique. C'est pas là, pour moi, l'Eurocode 8 de dire voilà la limite à partir de laquelle le comportement devient drainé ou non drainé. Mais néanmoins, je te confirme, Romain, que le 5-10-3, il est explicitement écrit maintenant dans la future version de l'Eurocode 8 partie 5. Et puis une autre question, voilà. Est-ce qu'il y a une formule pour l'incrément dynamique due à la surcharge de Remblai? Oui, je présenterai ça au même titre que les aspects liés à la cohésion en réponse aux commentaires de Pierre lors du prochain webinaire. Et puis Alexandre Reynaud, bonjour. Pour les calculs MIS, est-il possible de préciser les calculs de coefficient de réaction pour un soutènement au séisme? On va en parler lors de l'étude de l'excavation en milieu urbain. Sachant que voilà, l'idée générale, c'est que ça reste quand même un calcul aux états limites, quoi. Donc, en fait, le KH, pour moi, il ne doit pas avoir beaucoup d'incidence quand on vient amplifier la poussée, diminuer. C'est juste simplement un moyen de résolution. Mais donc, j'espère en tout cas qu'on n'est pas à ça près, quoi. Donc, on n'est pas à un facteur de près sur le KH. Mais néanmoins, si on voulait le justifier de façon rigoureuse, en toute rigueur, il faudra adapter le choix du cache à la gamme des formations. Et il se trouve que les caches qu'on utilise pour les fouilles urbaines, par exemple la formule de Schmitt, là, correspond à un niveau de déformation qui se trouve être le même que celui que l'on a pour les séismes mais France Métropole. Donc un gamme distorsion de l'ordre 10-4. Donc moi, dans ma pratique personnelle, en tout cas, je ne modifie pas le cache. Le calcul des écrans non déplaçables, la méthode de calcul par l'incrément de poussée reste valable, oui. Donc c'est toujours valable. On peut faire mieux que cette formule-là qui est assez défavorable parce qu'il néglige complètement la flexibilité éventuelle. Donc il y a des approches qui permettent de rendre compte de la rigidité relative.
Par contre, voilà, dans cette approche-là, il y a plus de notion de mécanisme de poussée-butée, c'est plus une sorte d'interaction cinématique, donc les obliquités de poussée-butée n'entrent pas en jeu. Plus ou moins cache intervient dans mon calcul de θ, puis de ET, donc dans le gamma en l'occurrence. La combinaison d'un plus kV pour un calcul de θ et d'un moins kV pour un calcul de ET a-t-elle un sens? Non. On fait un calcul avec plus kV jusqu'au bout et un calcul avec moins kV jusqu'au bout. Et il y a d'autres questions? C'est tout? Eh ben, très bien, on est arrivé à 25. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qu'on traitait dans les 5 dernières minutes, mais si vous n'en avez pas d'autres, sachez que on a enregistré, donc on diffusera très rapidement sur notre chaîne YouTube du CFMS l'enregistrement de la séance, et puis ainsi que les supports qui ont été utilisés. Et puis, par rapport au certain nombre de remarques auxquelles on n'a pas apporté une réponse explicite, ça sera pris en compte dans les présentations du prochain webinaire. Quelles sont les ressources permettent de trouver des facteurs d'amplification topographique? En fait, typiquement, c'est quelque chose sur lequel le code 8 partie 5 aujourd'hui est assez vague. Donc aujourd'hui, on nous dit simplement ça peut être au moins de 20%, de 40%. Quand on remonte un peu dans ce qu'on avait dans les PS 92 avant l'arrivée de l'Eurocode 8 partie 5, c'était un peu plus explicite quand même. Donc, et surtout, c'est clairement un sujet, quand on regarde vis-à-vis des sismiciens, c'est un sujet qui ne fait pas consensus. Eh ben, très bien. Merci beaucoup d'avoir été très nombreux à assister. Donc, on était presque à 200 personnes connectées. Donc, je vous invite donc voilà, à consulter l'enregistrement ou les supports quand ils seront mis en ligne, et puis à revenir nombreux lors de la prochaine séance. Donc, le 10 mai à la même heure, 10h30, même lien, entre guillemets, de connexion, et puis dans lequel on rentrera dans des choses, on présentera dans des choses un peu plus pratiques. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Si, au revoir.